Lorsque les 17h à Yaoundé, mesdames, messieurs, vous avez rendez-vous avec votre quotidienne, le Grand Soir. Et comme de coutume, sur le Grand Soir, nous sommes au cœur de l'actualité avec justement une problématique pas très relayée, mais qui vaut tout son pesant d'or dans les cercles, dans les sphères sociales, dans le quotidien des populations. On va évoquer ce soir l'insécurité alimentaire, cette crise silencieuse. Et de ce côté, du côté de l'insécurité alimentaire, les chiffres sont alarmants. On évoque quasiment 3 millions de Camerounais en insécurité alimentaire, avec pour épicentre de cette insécurité-là, on a l'extrême nord, nous avons le nord-ouest et surtout le Nozo. Insécurité alimentaire, cette crise silencieuse, on en parle ce soir sur le plateau du Grand Soir. Mais en introduction, on ne peut pas manquer de dire un mot sur cette grande carrière qui s'est éteinte. Aujourd'hui, on évoque justement l'œuvre artistique de Basek Bakobio, le réalisateur à succès, le père de Sango Malo, qui nous a quittés ce jour. On dira un mot en introduction sur cette immense carrière artistique. Une fois que je l'ai dit, on prend le break et on revient tout de suite après pour la présentation de ceux déjà en plateau avec nous ce soir. A tout de suite. Retour avec un grand bonheur sur le plateau du Grand Soir. Je l'ai dit, pour nous accompagner durant 1h52 de direct. Ils sont déjà en plateau avec nous. Je commence par le directeur de la publication de Diapason, François Mboké, qui nous honore de sa présence. Bonsoir DP. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. À chaque fois que j'ai un aîné dans la profession, je m'arrête toujours et je lui demande le pouls du métier. Comment se porte le métier? Eh ben, le métier ne peut pas se porter autrement que le Cameroun. Je pense que c'est la météo. Lorsque vous allez dans un pays, vous regardez les médias, oui. Ils vous renvoient tout de suite le visage de ce pays-là. Et donc, si vous voyez le visage des médias aujourd'hui, vous aurez celui du Cameroun. Alors, on voit un directeur de la publication élégant, bien habillé. Ça veut dire que du côté de Diapason, quand même, c'est l'arbre qui cache la forêt. Mais qui vous a dit que quand c'est fort, c'est le directeur qui doit mourir? C'est le directeur qui doit être la dernière personne à mourir. Oui. Parce qu'on doit la protéger. C'est sans directeur, il n'y a pas de personnel, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de taxes, il n'y a rien du tout. Oui. Merci DP pour la présence en ces lieux. À ma gauche, je m'en vais souhaiter la bienvenue à cet acteur de la société civile, le docteur, justement Patrick Moinono, qui est parmi nous. Bonsoir docteur. Bonsoir Monsieur Mbaga, j'espère que vous allez très bien. Je voudrais, avec votre permission, présenter toutes mes civilités aux copanélistes du soir. Je voudrais également, avec toujours votre permission, présenter toutes mes salutations aux nombreux téléspectateurs qui vous suivent au quotidien. Parce oui. que, dites-vous bien, votre émission est suivie à travers le monde. Et c'est à féliciter parce qu'animer un débat quotidien n'est pas du tout facile. Il faut à la fois penser les thématiques, faire le casting des invités. Et du coup, tout ça, c'est pas toujours facile. Donc, je tenais à vous rendre cet hommage. Merci. Merci. Hommage rendu à Jean-Jacques Zé, qui malheureusement n'est pas parmi nous, mais surtout au directeur, au PDG, pour la confiance en la jeunesse. Un jeune sur ce plateau qui, justement, va nous irriguer de sa connaissance. François Sémé, il est expert en développement des territoires. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à l'aîné François Mboké, que nous admirons particulièrement et nous suivons régulièrement les sorties. Bonsoir Sympathie, bonsoir aux jeunes frères, le docteur qui est avec nous sur le plateau. Oui. Je voudrais dire un bonsoir particulier aux millions de Camerounais qui nous suivent chaque soir, qui suivent cette messe vespérale tous les soirs, et particulièrement ceux qui sont connectés en ligne à travers le monde. Ils sont nombreux. Oui, ils sont très nombreux. Et en cela, je m'en voudrais de ne donc pas faire allusion à une incursion qu'aura indiqué le DP François tout à l'heure.
en indiquant que le Cameroun se portait d'une façon ou d'une autre. Donc moi je voudrais donc indiquer ici et dénoncer donc le fait qu'il y a un ensemble de Camerounais qui ont travaillé dans le cadre du projet d'élevage du Cameroun, le PRODEL, et 142 micro-entreprises et dont l'enveloppe est constituée environ de 3 milliards et qui était étalée sur environ une cinquantaine de communes et jusqu'à ce jour ne sont pas payés. Donc je m'en voudrais ne pas porter leur voix ce soir pour dire que ces entreprises-là sont en faillite depuis pratiquement 3 ans et les autorités, les hautes autorités de notre pays ont été saisies. Le président de la République, le SGPL, la primature, et on a eu des assises, des recommandations. Le ministre des Finances tout récemment. Donc, nous sommes toujours en attente de la régulation de cette situation-là. Et en cela, je comptais véritablement indiquer que quand ça se porte mal au niveau des entreprises, sachez que l'économie locale est morte. Merci pour ce regard malheureux sur une situation malheureuse. Ce qui va, en fait, on va penser que c'est une affaire à suivre et on espère un meilleur dénouement pour cette affaire-là. Une fois que je l'ai dit, chers messieurs, chères dames, nous sommes toujours en attente de monsieur Émile Messi, le représentant du RDPC, l'homme politique connu, et de Joseph Marie Elundu, qui sont certainement pas très loin de nous. On va tout de suite, comme annoncé à l'introduction de ce plateau du Grand Soir, revenir à l'instant sur ce départ brusque et brutal du réalisateur qui nous a quittés ce matin, Basek Bakobio. Alors, je vais commencer par vous, François Bouquet. Évocation d'un artiste en son genre, Basek Bakobio. Oui, Basek Bakobio, c'est une génération qui a inspiré la jeunesse, qui s'est lancé vraiment corps et âme dans un métier qu'il a adoré, qu'il voulait relever le défi. Il voyait comment l'Afrique a une perte de vitesse au niveau de la culture, où les jeunes sont en train d'emprunter des cultures qui ne leur sont pas identiques. Alors, en venant nous ouvrir ici, vous savez, il a laissé une école de formation des cinéastes. J'espère qu'elle fonctionne encore au niveau du quartier Essos, oui. Et sans compter les autres festivals qu'il a créés pour faire nourrir, faire perdurer donc les cultures africaines, et beaucoup plus son envie ces derniers temps de pouvoir permettre aux Camerounais, quand je dis Camerounais, aux Africains, de rentrer dans leur culture en pérennisant donc cette culture cinématographique qui pourrait permettre que ce qu'on fait dans un village soit une culture qu'on peut importer dans une autre ville. Malheureusement, je pense qu'il est parti sans concrétiser tous ces projets-là, et nous pouvons seulement souhaiter que la terre de nos ancêtres lui soit légère et qu'il n'oublie pas ces projets, parce que chez les Africains, on ne meurt pas, mais on s'en va se reposer pour d'autres travaux. On s'en va se reposer, Patrick Monono. Basek Bakobio s'en est allé, on connaît l'immensité de son œuvre, on connaît les écrans noirs, mais on connaît aussi la peine qu'il avait lorsqu'il évoquait le soutien étatique. Basek Bakobio, il ne s'en cachait d'ailleurs pas, il évoquait un art qui était parfois oublié par les tenants du pouvoir. Aujourd'hui, qui s'en est allé, il a laissé une école de cinématographie. Pensez-vous qu'on puisse, de façon sereine, pérenniser son œuvre? Ça va dépendre de tout ce qu'il a laissé. On ne peut que pérenniser son œuvre si ce qu'il a laissé, si les structures qu'il a mises en place, et si même les personnes à qui il a confié, il a légué cette œuvre-là en font bon usage. Oui. Mais je voudrais tout simplement, c'est un artiste que je n'ai pas particulièrement connu ou alors affectionné, pas parce que ses réalisations n'étaient pas bonnes, mais parce que chacun c'est pas votre génération. Non seulement c'est pas ma génération, oui. Mais ce qu'il faut dire, c'est que j'ai écouté beaucoup d'artistes qui ont été de la génération encore plus ancienne que lui, oui. Mais comme par exemple, effectivement Iboaloutin et tout ça, mais comme on ne peut pas discuter des goûts et des couleurs, voilà. C'est un artiste que j'admire quand même. J'ai admiré l'immense projet qu'il a mis sur pied. Et puis, tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il repose en paix et que sa famille biologique surtout. Parce que le plus souvent, lorsqu'on est devant les projecteurs, on a beaucoup de familles. En dehors des celles nucléaires, on a beaucoup de familles qui nous entourent. Famille artistique. Et même famille sociétale, famille corporatiste.
qui nous entourent, qui profitent véritablement des biens que nous avons, qui profitent des éloges que nous engrangeons au quotidien en éludant parfois. Alors, moi, je vous interpellais plus sur l'accompagnement, justement, dont se plaignait Bassek, qui disait que malgré tout ce qu'il a engrangé à l'extérieur en termes de succès, malgré son immense œuvre en termes de promotion de l'image de marque du Cameroun, il peinait parfois, justement, à financer le festival Écran Noir, qui était, justement, un grand moment de communication autour de l'image de marque du Cameroun. Oui, c'est-à-dire attendre aujourd'hui, parce que les expériences d'antan nous ont montré que nous ne pouvons pas toujours compter sur nos gouvernants, pas pour dire que c'est les gouvernants qui ne mènent pas des actions positives, mais nous ne pouvons pas toujours compter sur ces gouvernants. Ce qu'il faut plutôt faire, c'est de construire un héritage et de former notre progéniture à pouvoir pérenniser cet héritage qu'on laisse derrière nous. Donc c'est tout ce que j'avais à dire concernant cette disparition aussi tragique et puis qui est une perte énorme pour le Cameroun et l'Afrique entière. Merci Patrick Manouno. Je prends l'avis de François Sémé sur le plateau. Bassek Bakobio, justement, s'en va. Il faut dire qu'on a l'impression d'une série noire en terre camerounaise. C'est vrai qu'aucun domaine n'est épargné. Ça va de la politique aux forces de défense. Maintenant, c'est le monde artistique qui est frappé. Bassek Bakobio, comment est-ce que l'on parvient à garder une image d'un tel talent? Monsieur Mbarga, voyez-vous, lorsque une bibliothèque s'est brûlée, lorsque une source a tari, elle s'est asséchée, lorsque un lieu où on pouvait tous s'abreuver n'existe plus, voyez-vous, c'est une énorme perte pour toute la communauté, pour le Cameroun et pour l'Afrique en général. Je crois que M. Bassek Bakobio était une référence, une mémoire vivante, une bibliothèque. J'ai eu la chance peut-être de partager une de ces salles du côté du centre Jean 23 de Mvolé. Et en réalité, c'est un formateur, un encadreur, beaucoup d'humilité. Voyez-vous, nous on est un peu tourné vers l'occidentalisation de tous. Le côté star, le côté bling bling. Il était d'une sobriété inimaginable, indescriptible. Moi, j'ai pas de mémoire des jeunes Camerounais, j'ai pas une image de M. Bassek Bakobio en costume, par exemple. J'ai pas une image de lui sur des strapontaux, bien sûr, des postures extravagantes. Non, c'était pas son registre. C'était un monsieur d'une Est-ce que l'État du Cameroun aura compris la hauteur de son œuvre, la dimension de son œuvre, puisque un talent de ce niveau-là qui se plaignait du déficit de soutien étatique dans son projet qui le tenait particulièrement à cœur, les écrans noirs, qui justement était un grand moment de promotion artistique pour l'image du Cameroun, est-ce qu'on aura compris la hauteur de cette œuvre-là, celle de Bassek Bakobio? Est-ce qu'on peut comprendre les génies au Cameroun? Je ne pense pas. Parce qu'il y a un aîné qui est sur le plateau, M. Elundu, économiste. Nous, on est tout jeune, tout enfant depuis. On le suivait étant étudiant. Est-ce que quelqu'un a compris ce que M. Elundu indique et explique depuis des années sur les plateaux de télévision? Donc, moi, j'ai un souci. Le problème, c'est qu'il y a un type d'adulte que vous allez bien nous présenter au Cameroun. Mais ce type de mémoire, ce type de bibliothèque ne sont pas vantés. Je vous indique ici que c'était quelqu'un qui était d'une humilité, c'est-à-dire que vous ne pouvez... Il était indescriptible. Il avait une façon de fonctionner. Il peut vous entretenir pendant un long moment. Tout ce qu'il avait à vous donner, c'était ce qu'il est, ce qu'il était, ce qu'il incarnait. Il faisait un avec son domaine, son talent, son génie. Et ce n'est que ça qu'il pouvait vous offrir. Donc lui n'avait pas à se gargariser des titres. Je crois que c'est aujourd'hui qu'on va faire le listing, on va peut-être faire la litanie de tout ce qu'il aura constitué en termes au niveau de son statut. On va nous indiquer qu'il était PCA, président des fondateurs de ceci. Mais le monsieur en lui-même, quand vous étiez à côté de M. Bassek Bakobio, vous descendez quand même d'un cran. Quelle que soit vos origines, quel que soit le lieu où vous venez, vous comprenez quand même qu'ici, il y a un être humain et qui est normalement constitué. Donc, à sa famille nucléaire comme à la famille artistique, on va simplement dire que une lumière s'est éteinte, mais
il faut des talents qui vont continuer de porter cette lourde charge, ce grand fardeau. Merci François Sémé, vous l'avez annoncé, il est parmi nous. C'est le grand frère, comme on aime à l'appeler. Joseph-Marie Elundu, c'est un économiste chevronné, reconnu à la pertinence du propos inégalable. Bonsoir grand frère. Bonsoir et merci pour tous ces fleurs. Et d'ailleurs, je ne savais pas que j'avais une telle réputation. Je suis étonné. D'ailleurs, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de moi de cette façon. Je vous ai appelé grand frère parce que justement, on a l'impression, et vous arrivez au moment où sur cette estrade, nous pleurons le départ, nous Camerounais, le départ de Bassek Bakobio. Ouais. J'ai dit grand frère parce que justement, on a l'impression que dans notre pays, on ne célèbre le talent des uns des autres qu'une fois qu'ils sont partis. Peut-être c'est le moment aussi de reconnaître la capacité, l'immensité de votre contribution économique dans notre pays sur une estrade comme celle-ci. Merci une fois de plus et merci également, bonjour à tous vos multiples millions de téléspectateurs. Je peux vous rassurer que vous êtes très suivis. Il y a un Mbokai à côté de moi qui est également très pour les affaires d'économie. Donc, je voudrais dire ici que c'est un constat que vous faites que nous ne pouvons pas faire parce que nous, on est des ouvriers de la réflexion et nous livrons à la société ce que nous avons. Vous savez, un jour, j'étais dans mon petit bureau, un monsieur m'a appelé. Oui. Il était conseiller technique au ministère des Finances. Oui. Il a dit qu'il voulait me rencontrer. Il y a plus de 10 ans, peut-être 15 ans aujourd'hui. Je lui ai dit, bon, venez, je suis à tel... Il dit, je ne peux pas venir le jour parce que je ne veux pas qu'on me voie. Bon, moi aussi, je lui ai dit, mais j'espère que vous ne serez pas gêné que je fasse venir quelqu'un pour m'accompagner parce que les visites nocturnes, je ne sais pas. Bon, alors j'ai fait venir un ami qui était là et le monsieur est arrivé. Il m'a donné 300 000. Oui. Je ne le connaissais pas. Vous évoquez le montant, c'est qui est... Septentrion. Oui. À l'époque, c'était beaucoup. Et il avait des bons de carburant pour 200 000 qu'un autre qui ne voulait même pas que je chasse qu'il existe m'a envoyé. Il me dit, on vous paye combien? Parce que quand vous travaillez, nous on s'assoit, on écrit. Hein. Oui. On écrit. Mais est-ce qu'on vous paye? Je lui dis non, bon, il me dit non, arrêtez de travailler comme ça. Je dis, non, moi je n'ai même pas l'impression de travailler. C'est naturel. Ok, bon, c'est vrai que tu peux vendre ton journal de temps en temps. Oui, mais lorsque tu travailles, tu donnes à la nation. Tout à fait, tout à fait. Et tu donnes de manière diffuse. C'est naturel. Sur toutes choses confondues, toute tribu, tout village. Oui. C'est pour ça que je ne sais pas être, par exemple, tribaliste. Oui. N'est-ce pas, mon Alors, vous arrivez lorsqu'on évoque justement un autre acteur éminent dans son domaine. On parle là du cinéma avec justement Bassek Bakobio, qui s'en est allé. Et justement, on évoque une œuvre avec un goût d'inachevé, avec justement un héritage, les écrans noirs. Comment est-ce qu'on fait pour pérenniser une telle œuvre? Je pense que son œuvre est achevée à son niveau. C'est-à-dire qu'au fond, chacun vient, joue sa partition et s'en va. Oui. C'est comme ça que le monde est fait. C'est pour ça qu'il faut accepter de partir. Oui. Suivez mon regard. J'ose pas suivre. Et au moment où il faut accepter de partir, vous dites, bon voilà, j'ai fait ma part. Bon, l'histoire jugera, la postérité également. Moi, je connais Bassek parce que nous sommes à peu près de la même génération. Oui. Et lorsque Bassek a commencé à se faire connaître, c'était à travers des débats de radio. Parce qu'il est un professeur de français très très averti, très très futé, très très intelligent. Et on le connaissait. C'était lorsque le boom des radios était en train effectivement d'être lancé. Et il a le mérite d'avoir donné au cinéma un format institutionnel. Et à côté d'avant Kinari, il y avait les Munamoto, il y avait un certain nombre du Congo Pipa. Et autres qui faisaient un peu de cinéma. Il y avait les Gérard Essomba, il y avait... Mais c'était vraiment le one-man show, un acteur qui joue à tel endroit, qui joue dans tel film, ou alors qui vit en France. Donc, je ne sais pas, il a été fortement, très très fortement inspiré. Oui. Il a donc créé autour du secteur du métier cinématographique un format visible
qu'il a porté pendant des années et qu'il a amélioré pendant des années. Oui. Se retrouver, je crois, elle était à Ouaga, partout. Oui, elle était constamment au FESPACO. Il était partout. Mais sa plus grande réussite, ce sont les écrans noirs. À Yaoundé. Oui. Bon, et Qui devenait un référent artistique en Afrique. il était partout. Et je me souviens d'une de mes missions à Libreville à l'époque, on s'est rencontrés. On se connaissait très bien. C'est quelqu'un, effectivement, de très passionné par ce qu'il faisait. Et c'est bien d'être passionné. Oui. On n'a pas beaucoup de gens passionnés dans notre pays. Parce qu'il faut Malheureusement. être passionné. Il faut être passionné. Moi, je suis passionné. C'est pour ça que je ne demande pas à être payé. Bon, j'aimerais bien être payé, hein, s'il y a des gens qui sont prêts. Oui. Donc, je crois que c'est une grande perte, il faut le dire, parce que lorsqu'on voit la trajectoire telle qu'il l'a portée, la question, a-t-il formé des jeunes? Pour Y prendre le relais. a-t-il l'héritage en termes de ressources humaines de Et comment est-ce que le gouvernement ou l'État du Cameroun pourrait pérenniser un tel héritage pour qu'on s'inscrive dans la durée, comme lorsque l'on évoque le festival des films de Deauville ou le festival de Cannes ou le festival de la Nostra en Italie, pour qu'on puisse s'inscrire dans la durée avec un événement comme les écrans noirs qui, heureusement ou malheureusement, n'appartenait plus à Basek Bakobio in cuiti persona, mais au Cameroun, en termes de promotion de l'image du Cameroun. Vous savez, le problème dans cette histoire d'héritage, se pose souvent parce que Oui. qui est l'héritier de Basek Bakobio? Est-ce que c'est un de ses enfants? Est-ce qu'il a un fils spirituel, quelqu'un qui l'a formé? Ou alors est-ce que ces gens sont prêts? Parce que l'État du Cameroun non plus ne pourrait venir prendre l'héritage d'un Futso. Ben, c'est la même chose. Hein. Ou d'un Kaji, Oui. ou d'un Ndongue Sumba, ou d'un Tebela, ou je ne sais pas quoi. Donc je pense qu'ici, ce n'est pas en ces termes qu'il faut poser le problème. Il faut poser le problème en termes de comment le Cameroun gère sa mémoire. Vous remarquerez qu'au moment où je vous parle, il y a le 46e anniversaire du tout premier ministre du Cameroun qui est en train de se dérouler dans une sorte et même d'hostilité. Dans un anonymat, nul autre pareil. Hostilité même, parce que j'ai entendu dire qu'il y a un match de football qui devait se jouer dans son village, à Ndinding. Et il y a un maire ou enfin quelqu'un qui allait verser de la latérite, allait commencer des travaux sur le terrain pour empêcher cette activité. C'est quand même incroyable. Voilà. Ils ont voulu aller au musée national où il y a quand même le tout premier siège des chefs du Cameroun. Hein. On n'a pas voulu leur céder cet espace, etc. Vous voyez que nous avons les restes des Madouaïdjo qui sont en balade quelque part. Nous sommes un pays qui ne sait pas construire sa mémoire. Oui. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de problèmes. Vous vous rappelez une époque à Douala, nous avons aussi beaucoup à Douala, ça a fait des problèmes. Nous avons aussi beaucoup d'acteurs publics qui n'écrivent pas malheureusement leur mémoire. On a des acteurs politiques majeurs du côté du Sénat et de l'Assemblée nationale qui sont partis, je ne sais pas, j'ose espérer qu'ils ont écrit pour partager justement à la postérité leur expérience dans ces deux chambres-là. Malheureusement... Actuellement, je vais vous dire, mon cher, je suis en train de travailler justement sur l'histoire présente des institutions au Cameroun. Oui. Parce que nous avons du mal, par exemple, lorsqu'on vous demande, vous regardez l'économie camerounaise de première génération, les institutions qui ont fait l'objet de vandalisme international par les bailleurs de fonds, qui ont tout cassé avec la privatisation et liquidation, nous n'avons aucun document. Vous voyez qu'en fait, ça n'est pas d'aujourd'hui. Il y a eu une rupture en termes de culture de mémoire. Parce que l'écriture fait partie des mémoires. Qu'est-ce qu'on nous a orienté où? On nous a orienté vers les emplois publics, avec un matricule. On s'est battu toute la vie pour avoir un matricule. On s'est battu toute la vie pour avoir un salaire. On s'est battu toute la vie pour avoir... On est plus amoureux des parpaings que du bic. Tout le matin, on se lève très tôt pour aller visiter les chantiers. Donc, nous avons là une génération qui est une génération complètement individualisée et pour qui le Cameroun ne représente pas la première préoccupation. Oui. Et il faut construire ça. Donc la génération qui est la vôtre et peut-être est la suivante. Lorsque j'écris justement dans mes ouvrages, je dis toujours, j'écris pour les générations de demain afin qu'elles trouvent des roches, hein, des petites matières leur permettant d'avoir des fils, le fil rouge qui permet d'évoluer dans la société. Merci. Et je vais finir simplement en disant que je présente toutes mes condoléances à la famille parce que je connais très bien la famille de Basek. J'ai des amis qui ont épousé ses soeurs, ses cousines, etc. C'est vraiment une grande douleur pour cette famille-là.
Et je pense également, comme vous le disiez, que c'est une rupture un peu brutale, parce que même l'âge qu'il avait n'est pas un âge où... D'ailleurs, c'est la fleur de l'âge. Pour rassurer les jeunes, c'est que c'est à cet âge-là qu'on commence vraiment à vivre. Merci. On commence à connaître les plaisirs de la vie. Merci Joseph-Marie Elungu pour cet hommage auquel nous joignons la voix et surtout le timbre de tout le groupe La Météo pour justement célébrer cet immense acteur de la culture au Cameroun qui s'en est allé. Lorsque je le dis, on prend un autre break et on acquérera tout de suite après, en 1 minute, justement notre partenaire de plan de vie. A tout de suite. Retour sur le plateau du Grand Soir, notre partenaire Planté de Vie nous a rejoint en ces lieux. Le Makouma, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous allez bien? Je me porte nettement mieux, mais bien qu'au Cameroun, dernièrement, il y a beaucoup de décès, mais on se porte bien. Beaucoup de décès et très certainement beaucoup de thérapeutiques que vous portez pour faire baisser justement cette flambe de décès. Quelles sont les nouvelles? Quelles sont les bonnes nouvelles de Planté de Vie? C'est pourquoi je suis encore là ce soir quand tu m'invites pour parler de santé et à titre préventif. Nous avons mis le produit LK Top Clean sur le marché, ce produit-là qui permet de purifier le sang, de purifier, de redynamiser les organes de base et même des personnes qui sont exposées. J'aime bien l'expression. De dynamiser les organes de base. Oui. Et en principe, tout homme a besoin d'être planifié de manière... Même les aînés sur le plateau, ils savent me rejoindre. Et ce produit-là est beaucoup plus dirigé vers les aînés parce que c'est un produit qui, on ne le prend pas parce qu'on est malade, mais on le prend parce qu'on ne voudrait pas être malade. Parce qu'il prévient contre les problèmes tels que les insuffisances cardiaques, contre les problèmes tels que les insuffisances rénales, les problèmes liés à la tension ou bien même à l'hypertension et même des personnes qui sont sujets au diabète parce que le produit va nettoyer et revivifier le pancréas qui a pour but principal de produire de l'insuline et qui stabilise le taux de sucre dans l'organisme. Alors le produit L4 à la base, il a été conçu pour les problèmes de troubles érectiles, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Parce que quand on parle de troubles érectiles, on a toujours tendance à croire que non, ça concerne seulement l'homme. Non, même les femmes ont ces problèmes. Donc on parle souvent de sécheresse vaginale, de frigidité, absence de désir sexuel. Là, ce sont du côté de la femme, on considère ça comme des troubles érectiles. C'est-à-dire qu'elle n'a aucun plaisir, elle n'a aucun désir lors du rapport sexuel. Alors le produit L4 il prévient contre plusieurs maladies à la fois, comme je l'ai dit, contre la jaunisse, contre la typhoïde, contre le palu dans le sang et même contre les hémorroïdes. Pour des personnes même qui parfois sont essoufflés, sont fatigués de manière générale et constamment et qui n'arrivent pas parfois à marcher sur 1 km ou bien sur 500 mètres et se sentent fatigués, on leur demande de prendre le produit LK Top parce qu'il va renforcer le cœur, il va oxygéner le cerveau parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fatiguées là, pas parce qu'elles travaillent beaucoup, tout simplement parce que le cerveau n'est pas assez oxygéné. Alors une fois que le cerveau n'est pas assez oxygéné, forcément on aura des fatigues générales et ça entraîne parfois à des pertes de mémoire, parfois ça fait comme des trous de mémoire. Alors le produit L4 il est conseillé pour tout le monde, que la personne ait 100 ans, elle ait 50, 80 ans, on demande à la personne de prendre le produit L4 pas parce qu'elle est malade, mais parce qu'elle ne devrait pas être malade. Et comme je l'ai dit, il prévient contre les maladies telles que l'insuffisance rénale,
contre le diabète, que ce soit de type 1 ou de type 2, quelle qu'en soit la célérité de votre diabète, venez à Plante de Vie, commandez votre produit L4 Top Lune pour pouvoir être à l'abri. Stéphane, si tu me permets, je vais encore dire à tes téléspectateurs très rapidement que le produit OpenSex est toujours disponible, ce produit-là qui permet ce produit qui permet donc d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour les musculaires qui sont victimes du petit appareil génital, bien qui sont victimes même du rétrécissement de l'appareil génital, parce qu'il y a plusieurs messieurs qui ont eu un appareil génital normal, mais au fil du temps, ils ont constaté que l'appareil génital est en train de rétrécir. Et il y a les maladies qui rétrécissent l'appareil génital. Nous avons le diabète qui rétrécit l'appareil génital. Nous avons les hémorroïdes qui rétrécissent l'appareil génital. Nous avons le chlamydia ou la chlamydia qui rétrécit l'appareil génital. Et à côté, nous disons encore aux parents qui nous regardent en ce moment que, chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce parce que c'est l'une des causes principales du petit appareil génital. Et évitez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison parce qu'en principe, l'appareil génital de l'homme n'a pas besoin de soutien. Merci le Makuma pour tous ces conseils et surtout ces bonnes nouvelles qui permettent véritablement la santé des familles. Parce que l'on sait, lorsque le pays va bien, certainement tout va bien. Tout va bien à la maison. C'est la maison qui vit. Merci le Makuma et on se revoit très certainement demain avec d'autres bonnes nouvelles. Une fois que je l'ai dit, on prend le léger break et on revient tout de suite après pour évoquer cette insécurité alimentaire qui justement fait trembler du côté du Cameroun. Retour sur le plateau du Grand Soir, je l'ai dit ce soir, nous parlons de l'insécurité alimentaire et de ces chiffres qui font peur. On évoque 3 millions de Camerounais qui sont menacés de cette insécurité-là. On évoque justement des régions du pays qui sont épicentres de cette insécurité-là. On pointe du doigt l'extrême nord, le grand nord, on parle du nord-ouest, du sud-ouest, l'extrême nord, qui justement serait en pollution, en peloton de tête lorsque l'on évoque cette insécurité. Je commence par vous, François Mbouké. On sait le regard, la pertinence de votre regard sur des questions d'économie, c'est pas un secret, mais lorsque l'on évoque ces chiffres, 3 millions de Camerounais, pour parler simple, qui seraient menacés par la famine, est-ce que vous vous rejoignez dans ces chiffres? Vous vous retrouvez? Si on s'en tient au chiffre global qui est de 28 millions, oui. 3 millions serait, je pense, minimisé. Mais lorsqu'on s'en tient au découpage que vous faites en prenant ces régions aussi, on peut se dire que cette étude n'a concerné que ces régions, ou bien n'a voulu mettre en exergue que ces régions qui sont citées et qui sont d'ailleurs frappées par les crises que nous connaissons, oui. De toutes les crises qui peuvent avoir. Est-ce que ceci pourrait justifier cela? Absolument, absolument. Vous ne pouvez pas être en guerre. C'est pour cela que la paix est l'élément numéro 1 pour la prospérité économique ou le développement. Si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas travailler. Donc, cela commence par nos champs. Si ceux qui font des champs pour nourrir la population n'ont plus accès aux terres, ne peuvent plus aller en brousse pour faire des champs, ou alors des machines ne peuvent plus aller travailler de façon industrielle, tout de suite vous allez connaître la famine. Donc à ce niveau, on peut se dire les chiffres, si ça concerne seulement ces localités-là, on peut les prendre. Mais alors, on ne va pas faire justement l'économie des autres localités. Oui. On a mis en avant les localités qui étaient en peloton de tête. Oui. Dans l'extrême nord, oui. Avec la sécheresse qui peut aussi être un facteur. Sécheresse et inondation. Oui, et le nord-ouest, sud-ouest, les crises sécuritaires. Voilà. Et quand vous prenez le nord-ouest, vous voyez également presque les mêmes choses. Oui. Et lorsque nous revenons donc dans les grandes villes où on peut dire que tout va bien, il y a une des là, mais vous vous rendez également compte que des gens ne dormaient pas affamés il y a longtemps, il y a pas longtemps, mais aujourd'hui, même trouver à manger pour vos bêtes dans la poubelle, c'est devenu difficile. C'est une preuve, parce que parfois, quand nous disons ce que nous observons dans les quartiers, les gens n'arrivent pas à le croire. Faites un tour les soirs, au niveau même des marchés. Allez à Mokolo, allez à Mfundi, allez à Vombi. Vous mettez là, vous allez regarder ces gens qui nourrissaient leurs bêtes. À
partir des poubelles. Et il y a même des personnes qui venaient se nourrir au niveau des poubelles. Ce n'est pas qu'une affaire camerounaise, hein, presque dans tous les pays, même ceux qui sont développés, c'est un phénomène qui est connu. Mais lorsqu'on voit qu'au Cameroun, même d'en nourrir des bêtes aujourd'hui au niveau de la poubelle devient compliqué, c'est un signal fort. Pas pour dire que les gens ne travaillent plus, mais je pense que les orientations au niveau du gouvernement ont manqué le coach. À une certaine époque, mon homonyme parlait ici des programmes qu'ils ont lancés, peut-être qu'il va s'étaler là-dessus tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de programmes pour soutenir l'agriculture, mais je ne sais pas si ceux qui gouvernent comprennent et savent que sans l'agriculture, vous n'avez pas de pays. Parce que si vous avez une population qui n'est pas bien nourrie, une population qui est tout le temps malade, une population... Et ça commence à la base. Vous devez faire manger votre population de manière saine, dès le ventre de leur maman, et jusqu'à ce qu'elle devienne adulte. C'est ce qui se passe dans des pays comme l'Inde, où vous voyez la Chine, autres, où vous voyez que des gens ont une espérance de vie suffisamment longue. Oui. Parce qu'on prend soin de vous dès lors que le parent a réussi à vous mettre dans le ventre d'une femme. On s'occupe de vous, on vous prépare jusqu'à ce que vous ayez un certain âge. Donc vous êtes même déjà armé contre certaines maladies, contre certaines épidémies. C'est ce qui manque. Et tout cela demande une grande programmation et un grand suivi. Parce que toutes les productions n'étant pas égales par ailleurs, il faut se dire que celles-ci, on peut les faire en 2 mois, 3 mois, 4 mois, et que ce soit des productions qui apportent des énergies croisées. C'est-à-dire que si l'autre produit peut-être des protéines, l'autre peut produire d'autres apports, un organisme qui peuvent soutenir. On va faire justement les propositions un peu plus tard. On reste d'abord avec vous, Dr Manono, sur les constats. Les Camerounais semblent, selon ce que le DP nous renseigne sur ce plateau, avoir de plus en plus faim. Ces aliments qui traînaient lorsque, à 17h, 18h, le marché de Vombi se vide, il y avait des aliments qu'on voyait, qu'on pouvait observer. Mais là, on se rend compte que même dans ces marchés-là, ces aliments oubliés naturellement, volontairement par les commerçantes, n'existent plus. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? À un moment, on a eu l'expression qu'il y avait un boom en termes de production agricole avec justement ces cargaisons qu'on envoyait en Guinée équatoriale et au Gabon. Mais aujourd'hui, même pour livrer dans ces pays voisins, on peine. Que se passe-t-il? Y a-t-il péril en la demeure en termes de production agricole au Cameroun? Bon, pas vraiment péril en la demeure. Vous avez pris l'exemple de Vogbe, qui est une agglomération en zone urbaine. Et le principal problème dans les zones urbaines, c'est-à-dire en dépit des zones conflictogènes que nous avons au Cameroun, c'est principalement le pouvoir d'achat qui est très faible dans notre pays. Mais je voudrais rapidement relever un élément que peut-être vous avez semblé oublier. Nous sommes le 12 mai et aujourd'hui, nous célébrons la journée internationale de la sécurité végétale. Et d'ailleurs, j'ai assisté en milieu de matinée à la 5e édition de cette journée internationale de la sécurité végétale qui a été présidée par le ministre des Pêches, de l'élevage et des industries animales au Musée national. Oui. En passant, donc, c'est une journée vraiment qui est consacrée. Vous évoquez un événement qui n'a pas eu une grande communication, dont personne, à moins que les aînés sur le plateau ne disent le contraire. Ça veut dire quand même qu'il y a un problème, ne serait-ce qu'au niveau de la communication, sur ces éléments qui sont censés nourrir les Camerounais. Bon, autour de cet événement, quand même, j'ai vu plusieurs médias. Et c'est vrai, vous avez parfaitement raison que l'événement n'a pas été médiatisé. Parce que c'est un événement nouveau. Oui. C'est la 5e édition parce qu'au cours de je crois, la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, je crois en 2022, au regard également de la destruction des plantes à cause des parasites des végétaux, à cause de l'infestation des végétaux, les Nations Unies se sont dit que voilà, nous avons une urgence, il faut protéger les espèces végétales. Et donc, les Nations Unies ont voté ce 22 mars 2022, la 5e, le 12 mai comme journée internationale de la sécurité végétale.
sur plusieurs constats. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans le monde entier, 98% des espèces végétales, que ce soit les espèces végétales forestières, que ce soit les espèces végétales aquatiques, 98% fournissent l'oxygène. Et environ 80% des végétaux, que ce soit des végétaux terrestres ou alors les végétaux aquatiques, produisent les aliments que nous consommons au quotidien. Donc, notre alimentation dépend environ à 80%. Et le ministre l'a rappelé d'ailleurs aujourd'hui qu'environ 90% des populations camerounaises vivent essentiellement de l'agriculture. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de l'insécurité alimentaire sans toutefois parler de l'agriculture parce que c'est des éléments extrêmement... C'est quasiment lié. Oui. Et donc, je voulais vraiment faire cette virgule-là pour dire que c'est une journée qui est spéciale et donc votre thème tombe à point nommé parce qu'aujourd'hui, l'aîné l'a rappelé que nous avons environ 10% des populations camerounaises qui vivent en insécurité alimentaire et ces chiffres sont davantage exacerbés dans les zones conflictogènes, notamment au nord et à l'extrême nord à cause de plusieurs facteurs que vous avez très bien élucidés à l'entame, notamment les conflits dans le bassin du lac Tchad. Est-ce que cela peut justifier justement cette flambée, pour parler simple, de famine que l'on peut observer dans le pays, cette végétation, ces crises végétales, ces conflits, ces justement problèmes sécuritaires, mais est-ce qu'on peut, lorsque l'on évoque justement cette défaillance en termes d'alimentation, ne pointer un doigt accusateur que sur ces aspects-là? N'y a-t-il pas d'autres aspects qui peuvent, de façon évidente, pertinente, justifier cette famine, entre guillemets, qui commence à envahir certaines des régions jadis protégées, mais qui commence aussi, elle, à ressentir justement cette montée en puissance de la famine au Cameroun? Je pense que j'ai donné des éléments de réponse. C'est-à-dire, on est en insécurité alimentaire quand soit on ne peut pas acheter les aliments, c'est-à-dire il y en a suffisamment, comme le cas à Yaoundé. Si vous voulez actuellement acheter du plantain, il y a du plantain dans les marchés. Si vous voulez acheter des ignames, il y en a. Si vous voulez acheter du haricot, il y en a dans les marchés. Sauf que est-ce que vous disposez des moyens? Cependant, dans des régions conflictogènes, c'est pourquoi j'ai dit que dans des agglomérations urbaines, comme Yaoundé, Douala, Ibolova et autres, les causes de la sous-alimentation ou alors de l'insécurité alimentaire ne sont pas toujours les mêmes que dans les zones périphériques, notamment dans le nord, l'extrême nord, qui sont des zones où parfois on n'a même pas de l'alimentation parce que nous ne pouvons pas cultiver à cause des bandes armées qui pavanent un peu à gauche et à droite. Donc à la fois, dans des zones urbaines, nous avons un problème de pouvoir d'achat, nous n'avons pas des moyens. Il y a des aliments dans les étals de marché, il y en a suffisamment même d'ailleurs, mais nous n'avons pas des moyens pour pouvoir acquérir ces aliments, contrairement aux zones conflictogènes. Merci, docteur Mondono. Je prends l'avis de François Sémé. Alors, on a l'impression, justement aussi, lorsque l'on interroge le tissu économique au Cameroun, que nous sommes fortement dépendants de fournitures endogènes. Lorsqu'il y a quelque temps, la crise du blé frappait l'Ukraine, l'on a ressenti tout de suite au niveau du port au Cameroun comment il y avait des problèmes, il y avait des tensions avec justement cette fourniture en blé. On a vu les mesures gouvernementales. Est-ce qu'il n'est pas temps, lorsque l'on veut véritablement nourrir les Camerounais, que l'on sorte de cette dépendance à l'extérieur pour mettre sur pied justement des instruments de promotion d'une production locale pour épargner justement ce spectre de la famine qui s'en va grandissant dans nos villes, mais surtout dans nos villages? On a vu les mesures gouvernementales, mais qui n'ont jamais cousu une tenue sérieuse. Alors, ces mesures-là n'ont de sens que pour ceux qui les évoquent. Hein. Je vais revenir sur, déjà, puisque nous avons salué la mémoire d'un grand homme tout à l'heure, nous ne pouvons pas parler d'insécurité alimentaire au Cameroun sans faire allusion à Bernard Djonga, du Saïd et de la voix du paysan. Tout à fait. À la même dimension que M. Elundu qui est avec nous sur le plateau, M. Bernard avait une orientation qui était plus expérimentale. Et lui, il était dans la logique de l'implémentation des politiques. Et pour résoudre les problèmes et pour résorber les déficits qui étaient sur le terrain. On a vu son combat sur les poulets congelés. Tout à fait. Alors, si vous prenez donc aujourd'hui, parce que l'aîné s'est demandé tout à l'heure pourquoi on peut parler de lui comme ça. Non, on ne parle pas assez de M. Elundu parce que, en fait, vous allez voir qu'avec lui, c'est toute l'élégance sur les plateaux.
Vous avez des plateaux un peu creux mouvementés ces derniers temps. Mais vous avez avec lui, depuis près d'une vingtaine d'années, c'est beaucoup d'élégance sur les plateaux. Et aussi, c'est parce qu'il est dans la production holistique, donc intellectuelle. Il est dans les théories. Et c'est normal qu'on ne le voit pas sur certains fronts, ou bien on n'apprécie pas vite son apport. Maintenant, je vais revenir sur 2 éléments. Il faut que vous compreniez que, bon, ceux qui aiment bien lire les expatriés vont comprendre que Frédéric Nietzsche indiquait quelque chose. La qualité de vos pensées dépend de la qualité de vos aliments. Et pour avoir de nouvelles idées, il faut marcher. Pour marcher, il faut bien manger. Oui. Alors, si je l'ai donc dit, pour revenir à notre réalité qui est purement camerounaise, il y a une stratégie nationale pour la lutte contre l'insécurité et l'insécurité alimentaire nutritionnelle au Cameroun. Cela date de décembre 2020. Alors, à l'intérieur, on a mis sur pied quelque chose qu'on appelle le Nexus. Le Nexus, et c'est chapeauté, c'est une dynamique qui est portée par le PM. Il y a ce qu'on appelle le Nexus humanitaire, le Nexus HDP, donc humanitaire, développement et paix. Pour donc territorialiser cela est chapeauté au niveau des territoires par les maires. Et les maires, donc, pourquoi? Parce qu'à un certain seuil, vous avez donc le comité national de lutte contre la malnutrition, l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Au niveau régional, vous avez un comité aussi qui est chapeauté par le gouverneur. Au niveau territorial, vous avez donc celui qui est chapeauté par les maires, qu'on appelle aujourd'hui les COSAC. Mais sauf que, est-ce que lorsqu'on a fait dans la session, lorsqu'on a envoyé, on a transféré ces compétences au niveau des territoires, on a transféré les ressources conséquentes? La première question se pose. Maintenant, si vous prenez le Nexus, il y a 3 façades. Il y a ce qu'on va donc appeler les zones de forte, où il y a une forte insécurité, qui sont dans le nord, avec donc ce que vous avez, Boko Haram et autres. Vous avez le nord-ouest et le sud-ouest, avec dans les déplacés internes et les guerres internes qui sont en de ce côté-là. Mais vous avez 250 000 réfugiés donc à l'est, dû d'abord à la crise centrafricaine qui avait eu lieu dans les années 2010, 2013, et puis maintenant 2013-2014, et puis maintenant aujourd'hui, les déplacés internes du NOZO qui se sont retrouvés au niveau donc de François Semé, pour ne pas faire tous les débats au même moment, moi je vous questionnais sur la propension camerounaise à la dépendance extérieure. Là, vous nous avez amené sur justement le management au niveau territorial, des collectivités territoriales décentralisées. C'est un autre pan de la réflexion lorsqu'il faut nourrir les Camerounais. Comment est-ce que l'on se positionne? Mais restons d'abord sur la dépendance, parce que c'est un aspect. Lorsque l'on interroge l'alimentation au quotidien des Camerounais, on se rend compte qu'on a beaucoup de blé au petit déjeuner, c'est du pain, c'est du lait. À midi, c'est des pâtes. J'espère que je ne me trompe pas, c'est des pâtes. Et le soir aussi, des beignets, bouillis, haricots et autres. Est-ce qu'il n'est pas temps, peut-être, de constituer un nouveau mindset en termes de consommation pour être moins assujetti à cette dépendance extérieure? Voyez-vous, la démarche, quand nous sommes avec vous, M. Mbaga, sur le plateau, elle doit être globale, c'est-à-dire que du global au local. Oui. Pour revenir donc à ce que vous dites, le plan national a une démarche. On a demandé de réduire de 20%, d'augmenter de 30% la farine de manioc dans la production du pain. Vous voulez les réponses extérieures. Et donc de réduire donc de 20% la quantité de blé dans la production de pain. C'est le cas? C'est possible? C'est ce qui se fait maintenant. Et celui qui est censé aller contrôler cela aujourd'hui, c'est le maire. On a affecté cette mission-là au maire. Je prends encore notre cas. Le Cameroun dépend d'environ 50%, de plus de 50% du riz importé. Bon, maintenant, si vous voulez parler de sécurité alimentaire au Cameroun, il y a que nous devons constituer des réserves environ de 100 000 tonnes de céréales par an. Oui. Et céréales, riz, maïs, blé. Vous allez voir, il y a une note du Minadet, je crois, qui est sortie hier ou aujourd'hui, qui indique qu'il suspend désormais l'octroi des permis d'importation du maïs. Voilà, d'importation du maïs. Oui. Bon, alors, le problème ici, c'est lequel? Parce que quand on parle de sécurité alimentaire, il faut savoir qu'il y a une insécurité alimentaire qui est artificiellement créée et il y a une qui est inhérente à notre réalité. C'est-à-dire que la malgouvernance et tout. Bon, nous ne sommes pas de ce côté-là. Donc ici, si vous voulez les indicateurs qui vous renseignent sur l'extérieur, nous dépendons nous sommes à 3,4 millions, je crois pour être exact, par rapport au dernier recensement, nous sommes à 3,4 millions de Camerounais qui vivent en insécurité. Pas qui sont exposés, oui, qui sont déjà frappés d'insécurité alimentaire.
Nous avons environ 15% des bébés de moins de 5 ans aujourd'hui au Cameroun qui vivent de malnutrition, qui sont frappés de malnutrition. Donc nous avons donc un ensemble d'éléments. Et si vous voulez aller vérifier ça, vous prenez les éléments qui sont liés à l'IDH, donc l'indice de développement humain. Vous allez vérifier à l'intérieur que nous sommes en vérité aujourd'hui, si vous voulez, dans les éléments factuels, nous sommes mal nutris, mal nourris. Donc, et maintenant, c'est donc dû à quoi? Première chose, dans le Nozo, il y a eu l'abandon des champs. Ce que l'homonyme indiquait tout à l'heure. Vous avez 90% des champs qui ont été abandonnés dans le nord-ouest et le sud-ouest. Vous avez les bandes d'armées qui ont brûlé les greniers. L'idée que vous devez comprendre ici, c'est que pourquoi on en critique, que c'est parfaitement artificiel. Alors, à ce niveau, est-ce que l'on peut déclarer avec certitude que ces régions-là étaient les greniers du Cameroun? Est-ce que, justement, toute l'alimentation des Camerounais provenait essentiellement du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord? Pourquoi l'on s'en retrouve, lorsqu'il y a quelques problèmes de ce côté-là, à cette montée en puissance de la famine? Voyez-vous, M. Mbarga, il y a quelque chose, quand il dit on peut prendre deux types d'insécurité, je me limite à ça aujourd'hui. L'insécurité qui est artificiellement créée, celle qui est liée à la malgouvernance va vous indiquer que chacun de nous a un village et ceux qui étaient nos parents, ceux qui nous ont vu grandir, savent qu'ils nous envoyaient tous au village pour aller faire les champs. Oui. Cela suppose que le grenier, on dépendait de nos villages. Donc aujourd'hui, on ne peut pas aller indiquer que, et je crois que c'est ce que l'ENI a indiqué de façon triviale, il y avait la nourriture au marché, les restes au marché, et partout qui pouvaient nourrir les familles. Donc aujourd'hui, dire qu'on dépend uniquement d'une zone, ce n'est pas vrai. Nous sommes un pays qui a beaucoup de terres arabes, qui a un ensemble d'éléments qui est gâté naturellement. Donc, il y a donc un aspect, par exemple, si vous prenez le cas des régions du centre et du sud, pourquoi on ne produit plus dans nos villages? Certainement dû à l'exode rural, dû à la recherche du matricule, dû à ceci, dû aux études, dû à cela. Mais à la réalité, ces zones où les gens étaient plus enclines, les populations étaient plus enclines à produire dans la production agricole et même animale, de ce côté-là, il y a eu un problème, donc c'est les guerres. Il y a peut-être les grandes plantations, mais ces grandes plantations, j'ai peur qu'elles ne vous clombent, parce que c'est du genre, c'est un peu comme le taux de croissance dans un pays. Le taux de croissance ne signifie pas que nous avons tous les richesses, c'est une poignée qui a la richesse. Ouais. Donc, les grandes plantations que vous retrouvez au nord-ouest, au sud-ouest, ne renseignent pas sur la sécurité alimentaire du Cameroun. Et il faut donc comprendre que les questions de sécurité, comme elles sont régaliennes, inhérentes à l'État central, c'est la politique publique nationale, c'est la vision globale nationale qui doit nous permettre de rentrer dans ce qu'on appelle la sécurité alimentaire. Merci François Sémé pour ce déroulé. Vous avez évoqué justement une sortie du ministre du Commerce vis-à-vis de son collègue, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, que je vais porter de façon solennelle à la connaissance de tous ceux qui nous regardent, puisqu'elle évoque ceci à Monsieur le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, objet suspension de la délivrance des permis d'importation du maïs. Faisant suite à la réunion interministérielle que le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé le 7 mai 2026 à son cabinet, au cours de laquelle la question des importations massives du maïs qui contraste avec la mévente de la production locale a été abordée. J'ai l'honneur de vous suggérer d'instruire la suspension jusqu'à nouvel avis de la délivrance des permis d'importation de ce produit par la direction de la réglementation et du contrôle de qualité des intrants et des produits agricoles, concomitamment à la suspension des importations en cours au titre de mesures de sauvegarde. Luc Magloire Marga Atangnas, le ministre du Commerce au Cameroun. Alors, lorsque je me tourne vers Joseph Marie et Lundu, l'on se rend compte qu'il y a comme pas de la cacophonie, mais on n'est pas sur la même longueur d'onde en termes de positionnement stratégique pour justement aider à ce que l'insuffisance alimentaire et cette faillite alimentaire ne gagne du terrain. Y a-t-il querelle entre les membres du gouvernement sur cette question de stratégie pour nourrir les Camerounais? Vous savez qu'en ce moment, le gouvernement a des problèmes. On a l'impression que les gens freinent des quatre fers, les gens attendent un nouveau gouvernement, les gens ne posent pas des actes décisifs. L'autre jour encore, nous avons assisté lors du lancement du recensement général de la population, à l'absence, pendant la communication gouvernementale sur la question, l'absence
d'un ministre de la planification, Oui. de l'économie, et du ministre de la ville, de Mindu, Madame Cortés. Ce qui est surprenant. Tout à fait. D'ailleurs, j'ai commis une tribune là-dessus pour m'interroger sur ce genre de... Ça ressemble à du sabotage. Il y a donc une cacophonie, comme vous l'avez dit, une sorte d'incohérence dans la gouvernance globale. Et on a même l'impression que même le Premier ministre est dépassé. On ne voit pas beaucoup. Ça peut être très grave ce que vous dites, que le Premier ministre soit dépassé par justement une situation qui interpelle la santé et l'alimentation des Camerounais. Parce que lorsque vous parlez d'agriculture, ou bien de, je sais pas moi, de sous-alimentation, de non-alimentation, De sécurité alimentaire. Vous avez un problème, c'est que il y a des gens qui doivent gérer ça. Bon, alors, ces gens, déjà, jusqu'aux années 90, nous avions un État stratège. Oui. On a fait le choix, après 90, de devenir un État facilitateur. Et aujourd'hui, cet État facilitateur veut se muer en État stratège sans en avoir les moyens Veut se remuer. institutionnels et réglementaires. On se contente de quelques visas ou des choses comme ça. Puis ça entraîne quoi? Des bacs chiches, des rétrocommissions et tout. L'État n'a plus les moyens d'intervenir de manière directe sur l'économie. Parce que vous vous souvenez que l'une des conditionnalités, pour nous donner un peu d'argent après la grosse crise de la fin des années 80, était que l'État se retire complètement du secteur productif. C'est ce qui a fait que cet État-là, aujourd'hui, fonctionne un peu avec les bras attachés. Oui. Et vous remarquerez qu'en 2023, nous avions le cacao qui était monté pratiquement à 5 000 à 6 000 francs. 7 000, on se souvient encore de toutes les descentes Et du ministre. vous avez bien vu qu'on a vu la dégringolade du prix. L'État, malgré un écosystème fourni d'un certain nombre d'acteurs... À ce niveau, Joseph-Marie Lundou, est-ce que l'État n'est pas victime de contingences internationales et de fluctuations avec toutes ces spéculations que l'on peut observer sur les marchés mondiaux? Parce que ce n'est pas un État stratège. C'est un État facilitateur. Je veux m'expliquer clairement. Avant 90, il y avait le bras séculier pour financer l'état de l'agriculture au Cameroun et même l'activité économique, c'était l'ONCPB. C'était l'outil de l'État qui lui permettait de disposer de devises lui permettant d'intervenir directement dans l'économie sans demander à qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est ça l'État stratège. Nous avons tué l'ONCPB, on a créé des micro-structures institutionnelles, CICC, la SODECAO, le FODEC, c'est pas moi, le Paris Cacao. Il y a toute une flopée de micro-institutions qui se nourrissent de cette grosse bête qui avait été dépecée. Et ça fait, et aujourd'hui, lorsqu'il y a, moi je l'ai dit, j'ai dit, c'est une situation conjoncturelle qui a permis d'engranger des devises importantes. Oui. Mais on n'a pas vu ce qu'on a fait de ces devises. Vous savez ce qui est arrivé à ces devises, c'est que les gens sont allés se marier, ils ont ouvert des bars, ils ont dansé, et l'État du Cameroun n'a pas pu capitaliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aurait pu à l'époque, si on était encore dans la période de l'État stratège, engranger pendant cette période favorable des milliards de francs CFA. Alors, cette période de l'abondance, cette manne n'est arrivée qu'au cours d'une saison, on peut le dire aussi. Si vous prenez 300 000 tonnes, 300 000 tonnes, c'est 300 millions de kilogrammes. Si vous multipliez ça par un minimum de 5 000 francs CFA, vous voyez à peu près ce que ça donne. Ça permet de mettre en place un système de stabilisation et de régulation des prix. De sorte que là, on peut, même si les chocs internationaux arrivent, que l'on ait l'élément qui nous permet, effectivement. Et le bouquin que j'ai écrit sur le cacao est très clair là-dessus. En 2025. Après Assoumou, je suis le seul Camerounais à avoir écrit un livre sérieux sur le cacao. Et Assoumou, c'était dans les années 70. Et au moment où le cacao finançait toute l'économie du Cameroun, l'économie du cacao était enseignée de manière facultative dans les universités, au profit de théories de Marx, de Keynes, je ne sais pas. Vous voyez que nous sommes là dans une décadence systémique
qui ne permet pas une gouvernance efficace. Donc nous sommes perdus parce qu'effectivement, tout ce qui s'est passé, c'est que nous sommes incapables de juguler ce qui se passe. Nous avons ouvert L'État n'a pas vu venir ou bien l'État est dépassé. Mais lorsque vous vous permettez d'entrer dans un rapport de partenariat commercial avec les APE, on dit chez moi que c'est les arbres de même taille que se passent les singes. Ah oui. Comment pouvez-vous aller dans un partenariat sérieux avec les APE? Vous avez là des nations d'une technologie très avancée. Le gars qui vous vend le paquet de biscuits à la poste centrale à 25 francs fait des bénéfices. À votre avis, ce paquet de bénéfices de trucs qui part de Malaisie arrive et qui est produit à moins de 0 francs. Alors, Joseph, attendez. Pour rester sur la question, vous embrayez sur un aspect très important du tissu économique au Cameroun. Est-ce que lorsque vous évoquez ces accords de partenariat, est-ce que l'État avait véritablement le choix? Comment ont-ils été négociés? Par bloc ou alors de façon individuelle? Mais surtout, on a appris lorsque ces accords étaient signés qu'il y avait des agences de mise à niveau. Je crois qu'il y en a même une qui est dirigée par Mme Elombat au Cameroun, agence de mise à niveau, pour essayer de mettre les entreprises camerounaises à niveau face à justement ces marchés-là. Est-ce que toutes ces mesures n'ont pas été justement en mesure d'être des palliatifs face à cette montée en puissance des produits étrangers dans notre marché local? Je voulais vous faire une recommandation. Allez-y. Écoutez-moi. Si vous m'écoutez, c'est ma recommandation. Parce que ce que je dis, c'est déjà dans le béton. C'est dans le béton. On nous a déstabilisés en 90 pour atteindre les résultats que nous avons aujourd'hui. La souveraineté alimentaire, c'est de ça que nous parlons là. Au moment où le sujet que vous nous proposez, c'est la souveraineté alimentaire. Or, l'arme alimentaire est supérieure à l'arme atomique. Pourquoi il n'y a pas la guerre en Ukraine? Pourquoi on ne parle pas de l'Ukraine comme étant une grande sécurité alimentaire? Pourquoi on ne parle pas de l'Iran? Pourquoi c'est ici? Là où on peut même faire, nous avons les terres arabes qui permettent de nourrir l'humanité en céréales. 7,5 millions d'hectares de terres arabes. Nous avons chaque arrondissement du Cameroun pour le nom d'un cours d'eau. Nous n'avons que de l'eau. C'est lié à quoi? C'est qu'en fait, et comprenez ça très bien, nous sommes un réservoir qu'on doit toujours entretenir. Nous sommes un peuple jeune. Donc quand un peuple jeune, c'est un peuple qui consomme. Oui. Nous sommes dans le marché où il faut livrer tout ça. Oui. On vous envoie du riz, on vous envoie tout ce que vous avez cité. En fait, c'est une stratégie globale qui nous contient dans un écosystème de consommateurs. Oui. Et c'est fait comme ça. Nous, comme on n'a pas... Vous avez évoqué... Et vous, stratège, est-ce que vous avez évoqué? Est-ce que vous avez pris des positions? Nous sommes en train de parler. Voilà. Nous voici, nous sommes en train de parler. Et ces positions, nous les prenons depuis des années. Quand vous parlez de Ndionga tout à l'heure, je suis l'un des cerveaux de Ndionga. Oui. Nous avons fait la cellule au moins 2 fois. Parce qu'on bataillait pour les tracteurs volés. Parce que moi, je me suis retrouvé au commissariat 2 fois. Nous avons défendu Ndionga dans cette affaire. C'est sérieux ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui au Cameroun, nous refusons de modifier les trajectoires alors que toutes les analyses sont faites. Nous sommes sur une mauvaise piste. Tout à fait. On a fait ça pourquoi? Pour nous enfermer dans un endettement perpétuel. Donc aujourd'hui, le problème c'est sortir de l'endettement. Souverainiser la dette. Il faut tout souverainiser. Et je suis en train de tester le mouvement camerounais pour la souveraineté. C'est-à-dire, nous sommes dans des fausses batailles, les batailles tribales, les batailles politiques, sont toutes fausses. L'affaire, c'est quoi? C'est que nous, je vous donne un truc simple. Dans nos villages, oui. Quand un enfant avait sucé une mangue, il creusait la terre et il mettait le noyau dedans. Aujourd'hui, il jette les noyaux. C'était pareil pour les avocats. Quand vous allez dans les villages, tous les manguiers qui viennent là, il n'y a pas de champ de mangue. Le mangue pousse partout, là où ça te trouve. Tu creuses seulement, tu mets là. Nous avons perdu la culture de la production contre le start-up qui doit soigner le cœur à distance. Contre le start-up qui, c'est pas des histoires immatérielles dans lesquelles on a amené les jeunes. Nos terres sont là. Les jeunes se promènent, traversent ces terres arables pour aller mourir dans les déserts. Il y a la culture du travail. Vraiment tout ce qu'on vous raconte là. Et moi,
l'une des choses pour lesquelles je me suis mis quand même, je me suis interrogé, c'est lorsque maintenant on décide au Cameroun de faire un recensement, on va désormais compter nos champs et nos bêtes. En fait, pour moi, c'est intéressant parce que ça devient une prise de conscience sérieuse. Pourquoi? Parce que notre produit intérieur brut est faussé depuis des indépendances. On ne compte pas l'homme comme que la grand-mère prend derrière la maison. On ne compte pas l'escargot qui rame derrière la maison, qui nourrit une famille en une journée. Donc, tout ce qu'on va vous dire, c'est les IDH, c'est le taux de ceci. En réalité, on peut augmenter le produit intérieur brut du Cameroun, on peut le multiplier par, c'est pas moi, par 10. Et ça permet donc de ramener des équilibres macroéconomiques. Parce que même la question du revenu que vous posez relève de cette stratégie de base, qui est une stratégie de domination, d'assujettissement et d'esclavage et d'un écosystème de consommation systématique. Merci Joseph-Marie Lundu pour justement cette lecture teintée de statistiques et d'économie quant à la situation de cette insécurité alimentaire. DP Bokeh, je me tourne vers vous. Alors, de façon assez chauvine, les Camerounais avaient l'habitude de penser qu'ils étaient le grenier de la sous-région. On s'en vantait d'ailleurs que nous nourrissons nos frères gabonais, des Guinées équatoriales, et que sur un coup de tête, on pouvait les réduire à la famine. Aujourd'hui, on a l'impression que ça s'est un peu renversé, qu'on nous apprend de sources très indiquées que désormais, même pour l'huile de palme, on est obligé de recourir au Gabon. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? À quel moment est-ce que nous avons perdu ce leadership en termes de production qui fait aujourd'hui à ce que si des frères d'à côté ne sont pas là, les Camerounais ne mangent pas à leur faim? Mais je pense que Joseph a tout dit tout à l'heure. C'est une stratégie que nos dirigeants n'ont peut-être pas assimilée, ou alors ils se sont fait laisser dans le fait de corruption avec des internationaux qui venaient chez nous. Tout cela se prépare à la base. Vous voulez nourrir. Moi, je vais vous dire un fait que j'ai vécu il n'y a pas longtemps chez un aîné qui a des enfants qui ont master et autres. Il a fait des champs. Il apporte donc tout le temps des maniocs, macabo, plantains, ignames. Mais les enfants ont fait le blocus. Ils ont dit qu'ils ne mangent plus cela. Il faut qu'on achète du riz. Vous voyez à quel niveau nous sommes. Oui. Ça veut dire que... Le mode de consommation. Ça veut dire que nous n'appartenons, même le Cameroun même ne nous appartient plus. Et pourtant, qui consomme ce que je viens de citer là, première destination, vous allez partir au Nigeria. Le Nigeria qui était un grand marché qui se nourrit au Cameroun. Mais est-ce que les Camerounais, dans leur stratégie commerciale, ont pensé même que l'agriculture était importante pour creuser ou pour apporter des devises? Je vais vous dire qu'en 2025, c'est le cacao qui a fait le plus de devises que le pétrole. Ça veut dire que le boom du cacao a permis que le Cameroun ait plus de devises à l'étranger que le pétrole importé et autres. Alors, si on est stratège, comme le disait Joseph-Marie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est important pour garantir les échanges extérieurs? Avant la question de stratégie DP, est-ce que, à quel niveau est-ce que l'orientation en termes de valeur de l'agriculture se perd? Puisqu'on a le chef de l'État qui, lui, à chacune de ses communications, met en avant le fait que le Cameroun est un pays essentiellement agricole et encourage même par ailleurs les jeunes assis à télé. À quel niveau est-ce que cette orientation présidentielle se perd? De façon à ce qu'on se retrouve avec justement des jeunes qui désertent les champs pour aller mourir dans le désert. Oui, et ça se perd du jour où on n'a pas pensé à compter les Camerounais. Parce que tout cela est stratégique. Vous ne pouvez pas nourrir des enfants que vous ne connaissez pas. C'est là d'abord qu'on a tout perdu. Le dernier recensement date de 2004, 2005. Alors, comment on sait que comment vous pouvez prévoir, planifier et savoir que nous aurons besoin, en suivant les habitudes de consommation, les habitudes de nourriture des populations par zone, que nous aurons, si nous aurons cela, tant que vous n'avez pas le nombre. Donc, ce jour-là, on a perdu la guerre. Le deuxième niveau, c'est que on a oublié que la plupart de ce que nous consommons dans les villes est produit dans les villages.
Oui. Là encore, nous avions des pistes et il y avait des marchés périodiques. Nous, on voyait à l'époque même, il y avait des industriels, SMI, qui venaient en hélicoptère au niveau des marchés périodiques. On avait là sur le chaos qui faisait Voilà. la Donc, il y avait des routes, vous voyez, quand il y a un marché samedi ou je ne sais pas où votre localité avait un marché mardi, mais vous voyez des gens venir de partout pour se ravitailler. Cela n'existe plus aujourd'hui parce qu'on ne fait plus de routes et les productions qui sont donc faites là-bas sont pourries, sont dégradées. Hier, je voyais quelqu'un pleurer qu'il a produit des tonnes de maïs dans un magasin alors qu'on est en train d'en importer. Donc, quand vous avez une équipe dirigeante qui n'a pas de chiffres et qui n'a donc pas d'objectifs chiffrés à atteindre, vous avez un grand problème. Parce que des enfants aujourd'hui qui refusent de manger ce que vous produisez localement, parce qu'ils vont manger ce que vous importez tout le temps, regardez les habitudes alimentaires aujourd'hui, regardez ce que les gens mangent. C'est pas à ce niveau le plus grand combat, le plus grand défi, justement, modifier ces habitudes alimentaires-là. Mais on l'a perdu. S'il faut qu'on le regagne, parce que les enfants que nous avons aujourd'hui ont commencé ce qu'ils exigent aujourd'hui lorsque leurs mamans les ont portés. Mais vous regardez, je vous parlais des hôtels. Allez voir ce que nos enfants mangent dans les restaurants. Qu'est-ce qu'ils mangent? Shawarma, ce qui vient de Liban, des pays arabes, là, tout ce qu'on nous présente là, c'est ça que les enfants mangent. Et vous pensez que c'est demain qu'ils vont changer les habitudes? Et en mangeant cela, ils renvoient de l'argent de tout ce que nous avons dans ce pays-là. Parce que ces gens sont ici pour se faire de l'argent, non pas pour nourrir les Camerounais. Les Camerounais pouvaient s'auto-nourrir. Il faut simplement que ceux qui gouvernent reprennent les bonnes habitudes. Ça veut dire savoir combien nous sommes, ce que nous avons et comment orienter donc les cultures et les périodes. Tant que vous n'êtes pas dans la planification, le reste vous faites dans le vaudou, quand même à le dire. Merci François Bouquet. Alors, docteur, on se retrouve avec des Camerounais qui malheureusement ne consomment pas ce qui est produit localement, prennent plaisir et s'en vantent d'ailleurs à manger du hamburger et des pizzas. Mais avant qu'on en arrive à ces déficits en termes d'orientation de consommation, on a aussi que l'État, en son temps, a justement organisé de nombreux projets, mis en branle de nombreux projets qui étaient censés porter chaque domaine agricole. On a des projets manioc, projets cacao, projets banane plancton, mais on se rend compte qu'il n'y a pas d'évaluation, on se rend compte qu'il y a des bassins de production qui sont quasiment en train de mourir. On parle d'un consamba avec le cacao, on parle de la laitier avec bien d'autres denrées. Pourquoi est-ce que ces projets-là sont autant négligés de la part du gouvernement, de façon à ce que ces bassins de production-là, qui nourrissaient les capitales, aujourd'hui, ces bassins sont en train quasiment de péricliter? La question de l'alimentation, vraiment, c'est une question qu'il faut prendre dans une mesure vraiment très holistique. Parce que tout à l'heure, l'aîné parlait des importations d'huile. C'est-à-dire, quand vous entrez dans les tréfonds de nos villages, que ce soit les villages de la Sanaga maritime, d'Union Ekele, où on produit beaucoup d'huile de palme, vous vous rendez compte que non seulement, je reviens sur votre question, non seulement on produit énormément, mais ce qui cause souvent les problèmes, c'est les moyens d'acheminement. La conservation. Ces produits vers les villes. C'est-à-dire, quand vous allez dans ces campements, dans ces villages, vous vous rendez compte que tout au long, vous pouvez faire 3 km de route et il y a des bidons de 20 litres, 30 litres, 10 litres, 5 litres. Sur tout le long. Et qui sont là, qui ne sont pas achetés parce que, bon, voilà, les gens ne passent pas constamment. Et du coup, les populations ne trouvent pas des moyens pour pouvoir les acheminer dans des grands marchés. Mais revenant sur votre question, nous sommes dans une économie qui est très, très extravertie. J'ai pris le temps de lire la SND 30 quand elle avait été publiée. Et je me suis rendu compte que l'un des éléments phares de la SND 30, c'était le concept d'import-substitution qui, pour moi, aujourd'hui, reste toujours un slogan. C'est-à-dire, ce n'est pas pour dire qu'il y a des mesures qui ne sont pas prises, mais c'est pour dire que ces mesures ne sont pas encore prises de façon considérable. Difficile d'implémentation. C'est-à-dire, nous sommes dans un slogan, éliminons même simplement le côté alimentation. Regardons simplement ne serait-ce que le vestimentaire que nous arborons aujourd'hui. Lorsqu'on parle d'import-substitution, par exemple, dans des pays comme
le Burkina Faso, vous vous rendez compte que ça se voit même au travers des dirigeants qui nous administrent au quotidien. Lorsqu'on parle d'impôt-substitution au Mali, ça se voit. C'est-à-dire, quand vous allez au Burkina Faso, vous vous rendez compte que les institutionnels n'abordent que des vêtements qui sont produits. C'est assez récent avec l'arrivée du capitaine Traoré. Effectivement. C'est-à-dire, c'est l'implémentation des politiques et des slogans qu'on pompe tous les jours à travers de petits actes comme cela. Revenons donc au Cameroun. Le Cameroun n'a vraiment pas un problème de production. Je vous ai dit. Moi, j'ai questionné les projets. Pourquoi les projets ne sont pas assez suivis? Puisqu'il y a un projet pour quasiment tous les secteurs. Projet banane, projet haricot, projet banane plantain, projet maïs, projet EVIA, projet pour tout. Mais malheureusement, le consommateur peine à se nourrir. Il en est de même pour les PIACI, les PAGEU, les programmes triennales jeunes. C'est-à-dire c'est des programmes qui sont bien dans la Constitution, qui ont des fonds, mais qui ne sont pas implémentés de façon concrète et de façon méthodique. C'est-à-dire, ces programmes manuels et programmes autres que vous avez cités, comment est-ce qu'on fait pour acquérir, par exemple, les fonds de subvention, par exemple, d'engrais pour la production de maïs? C'est généralement à ce niveau que se trouvent les problèmes. Vous allez vous rendre compte que, là c'est une anecdote, en 2019, quand j'entrais en thèse de doctorat, j'avais un ami au ministère de l'Agriculture qui m'avait appelé un soir, il me dit, gars, monte rapidement un projet là et on peut te donner 2 millions ici là, même si ce n'est pas véritablement ça. J'ai dit, mais moi je ne connais même pas comment on monte ce type de projet pour... Il me dit, non, vraiment, monte rapidement et tu viens avec, je vais faire des diligences nécessaires pour qu'on t'octroie. J'ai dit, non, vraiment, je ne sais même pas de quoi il est question et je ne sais pas comment les procédures de ce genre, et je ne connais même pas les incidences négatives qui peuvent s'abattre sur moi à la longue. Donc j'ai décliné l'offre. Donc vous voyez que vous avez refusé, d'autres ont accepté. C'est pour dire quoi, je prends cette anecdote pour dire que les politiques généralement sont très bien construites, sauf que l'implémentation sur le terrain ne respecte pas toujours les règles de l'art. Les véritables producteurs qui sont sur le terrain ne sont pas toujours ceux-là qui sont bénéficiaires de tous ces programmes. Et résultat de course, les fonds sont effectivement dépensés avec des mémoires de dépenses très bien montées, mais sur le terrain, on n'a pas les résultats qu'il faut, malheureusement. Merci docteur. Alors François, je me tourne vers vous. C'est vrai que la question de l'agriculture au Cameroun pourrait ressembler à un serpent de mer, puisque on a parfois vu des incohérences avec des projets basés à Yaoundé où des responsables se retrouvent en 4x4 à circuler dans la ville et ils ne sont ni au champ ni auprès de ceux-là qui sont censés porter cette dynamique-là. Est-ce que dans la conception même, c'est pas là où il y a le véritable problème? Parce que pour qu'un projet soit efficace et qu'il y ait ce résultat-là, il faut qu'à la conception, il y ait tous les acteurs, qu'il y ait justement ces scientifiques qui disent que la production du maïs, par exemple, est viable du côté de l'Est et qu'il y ait les élus qui disent qu'il y a de la terre et qu'il y ait l'État qui veille à ce que l'argent mis à disposition ne soit pas distrait lorsque l'on connaît toutes les manœuvres en terre camerounaise. Monsieur Mbarga, vous posez une question hautement simple, mais difficile en même temps à répondre parce que nous sommes au Cameroun. Dans la parole de M. Elounou tout à l'heure, il vous dit que nous sommes passés d'un état stratège à un état facilitateur. Oui. Cela suppose quoi? Je vais encore aller plus loin, parce qu'il a dit de façon triviale. Si vous n'avez pas un état planifié, un état où il y a eu des prospectives, il y a eu des plans, il y a eu des documents de référence qui vous projettent sur 50 ou 40 ans, vous aurez un problème. Le président Ahidjo avait un slogan, mais il a mis du contenu. Révolution verte. Les années 90, jusqu'aux années 90, l'ENE nous renseigne qu'il y avait toujours des politiques qui nous permettaient de nous projeter. Il y avait des plans quinquennaux. Des plans quinquennaux. Monsieur Mbarga, quand je vous dis que c'est simple et en même temps c'est un peu complexe, est-ce que vous pouvez énumérer ou bien dénombrer le nombre de programmes qui sont au Minader et au Minépia? Ils sont nombreux. Nous sommes là dans un domaine production animale et production végétale. Allez au Minader et au Minépia, recensez. Nous avons une chambre d'agriculture. Allez vérifier le nombre de facilitations qu'on mène de ce côté-là. Vous verrez que si c'est en termes de milliards, le budget du Cameroun ne vaut rien.
Si vous prenez uniquement les programmes... Alors, ces milliards sont destinés à qui? Puisque les programmes sont méconnus. Vous parlez de programmes au Minader, au Minepia. Est-ce que les jeunes Camerounais qui nous regardent par millions sont même au courant qu'il y a ces programmes qui sont mis à disposition? Où est-ce que vont ces milliards-là? Vous avez répondu à votre première question. Vous avez indiqué qu'à Yaoundé, on voit les 4x4 qui roulent sur nos... ici. Et, vraiment, moi, je vais parler de ce côté-là. Je vais prendre le problème que le jeune frère a invoqué tout à l'heure, le docteur. Il vous indique qu'il y a un système d'approvisionnement qui pose problème pour les petits producteurs. Ce n'est pas l'intelligence qui manque. Il faut juste agréger les producteurs, la production locale, la canaliser et l'amener jusqu'au marché qui est. Et ça, là, ça se fait par intercommunalité. C'est même pas compliqué. Une commune, la commune de Ngoumou, qui est ici, va en relation avec celle de Yokadouma. À travers le FECOM, ils se mettent ensemble, ils vont porter le manioc, la banane plantée et tout ce qui chôme là-bas à Yokadouma. On achemine ça ici, ou bien on va avec à Kaélé ou à Yagua. C'est pas bien compliqué, c'est pas de la science infuse. Le problème, c'est que nous sommes dans un État qui a choisi les pansements. Moi, Léné a dit tout à l'heure que quand vous dites État stratège, État planificateur, État facilitateur, comprenez simplement une chose. C'est que vous avez choisi un. Suivez bien les plans, et cela je m'inscris en fois avec la démarche du docteur. Suivez bien la dénomination de vos plans. Plan d'urgence. Oui. Plan de riposte. Stratégie de riposte. Plan d'urgence. Plan de machin. Vous n'avez aucune programmation sérieuse parce qu'il y a très grave encore. Et c'est même catastrophique. Parce que nous sommes sur un plateau de télévision. C'est que mon homonyme vient encore indiquer, François Bocquet. Est-ce que vous vous rendez compte que quand vous avez l'absence du ministre de l'économie et de la planification, au lancement d'un recensement général, recensement des populations, recensement de l'habitat, recensement des zones agricoles et des pâturages, est-ce que vous voyez le problème qu'on est en train de mettre en relief? Et plus loin, vous parlez ici de planification urbaine. Pour résoudre les problèmes de gestion des déchets et tout ce que vous voyez là, parce que c'est l'amélioration des conditions de vie des populations à la base. Pour résoudre ces problèmes, il faut résoudre le problème de planification urbaine. Oui. Et le MINDI est absent. Vous allez donc faire comment pour résoudre le problème? Nous sommes à 54% des quartiers paupérisés dans nos centres urbains, dans nos villes urbaines. C'est-à-dire que on estime qu'un ménage est en surpopulation lorsqu'il a plus de 6 personnes. Nous savons tous que quand nous gagnons déjà un peu, il y a au moins une douzaine. Donc, nous sommes dans la promiscuité, pratiquement tous. Comment vous pensez donc que on lance un recensement général de la population au Cameroun, pratiquement 30 ans plus tard? Vous faites le luxe d'être absent. Vous allez donc planifier comment? Évoquant ce recensement-là, on a l'impression que depuis le lancement, ils ne sont pas très visibles. On ne voit pas. Il n'y a pas véritablement une communication efficiente dessus. On a vu quelques personnes les 2 premiers jours. Après, ils ont disparu. On a l'impression que le recensement est quasiment à l'arrêt. Pour ce qui concerne Yaoundé où nous vivons, moi, j'ai reçu personne chez moi jusqu'à date. Monsieur Mbaga, je vais vous mettre quelque chose en relief. Si vous prenez une ville comme Garoboulaye, tous ces 250 000 réfugiés, environ 300 000 déplacés internes. Oui. Bon, vous avez donc une ville comme Garoboulaye, un maire qui a son budget, qui a sa commune, qui essaie de, autant que faire pour essayer de tenir. Un matin, on lui dit qu'il y a 4 grands programmes qui ont fermé au Cameroun. Le PAM est en pleine restriction. Le HCR a fermé à Batouri, a fermé à Touboro, a fermé à Belel et à Djong. Et maintenant, tous les réfugiés là sont venus uniquement au dernier camp qui était encore en place, c'est celui de Garoboulaye. Ce flux de population, cette population massive qui converge donc vers le centre urbain de Garoboulaye, dites-moi un peu quelle est la politique qui permet au maire. Est-ce que le Cameroun a encore les moyens d'accueillir ce flux de réfugiés-là? Est-ce qu'on a encore les moyens? Parce qu'on ne peut donner que ce qu'on a. Nous-mêmes, on ne s'en sort pas. Est-ce qu'on peut encore accueillir tous ces réfugiés centrafricains? À la réalité, ils sont installés chez nous. On a 2 options, soit les faire partir, soit les garder. Et comme donc nos conventions nous permettent donc de les garder, nous permettent ou nous imposent? Nous imposent. Je préfère même être péremptoire. Donc, sentencieux nous impose de les garder. Vous voyez donc que comment donc il y a donc des conflits qui vont naître. Conflits entre les agriculteurs et les éleveurs. Oui. Et entre-temps, vous avez les terres qui ne sont pas, la rareté des terres arabes. Les conflits sont donc denses.
vous ne pouvez donc pas gérer et piloter une économie comme ça pour dire qu'il y aura un développement de ce côté-là. Parce que vous posez aujourd'hui, l'ENE a bien fait de tourner votre thématique d'insécurité alimentaire à souveraineté alimentaire. Et c'est vrai qu'il y a un aspect qui est artificiel. L'aspect qui est artificiel fait aujourd'hui que quand vous avez parlé du Nexus tout à l'heure, en fait, les bailleurs de fonds ont une technique pour nous tenir. Ça, c'est la technique artificielle de l'insécurité alimentaire ou bien pour s'aborder ou bien décrire carrément nos stratégies de souveraineté alimentaire. Et maintenant donc, puisque si vous prenez le potentiel qu'il présente, le potentiel que tous les experts, Bernard Djonga et tous les autres, les grands ingénieurs présentent aujourd'hui, ils vous indiquent qu'on n'a pas de souci pour nous auto-nourrir. On n'a pas de souci à ce niveau. Nous avons un souci aujourd'hui parce qu'on nous a imposé. Et c'est donc François Bocquet qui le disait, nous sommes allés vers la quête et la conquête des bacs chiches, des recommissions, parce que lorsque vous montez un bon projet, vous envoyez au ministère de l'économie et de la planification, il envoie à la Banque mondiale, on crée donc le programme de riposte stratégique de la malnutrition dans le bassin du lac Tchad. On a mis quoi à l'intérieur? Vous n'avez pas de concept. On n'a donc rien mis à l'intérieur, mais on a mis beaucoup d'argent à l'intérieur. Beaucoup de fonctionnaires aussi. En termes de contenu, on n'a rien mis, mais on a eu beaucoup de ressources. Vous avez le plan de riposte ou bien le plan triennal jeune, le plan d'urgence, le plan de ceci. Quand vous allez sur le terrain, vous vous demandez, vous voyez, il y a une petite bicoque là et vous voyez une plaque là, plan spécial jeune. Il a bénéficié le temps. Allez vérifier les chiffres. Pour ajouter que avec ces plans, vous allez voir beaucoup plus de matériel roulant, beaucoup de capital, que les réalisations sur le terrain. Tout à fait. Alors, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous donne par la main droite, on récupère par la main gauche, parce que si nous ne fabriquons pas des voitures ni des motos. Donc, ce qu'on nous fait semblant de nous donner pour nous aider à faire de l'agriculture repart là où c'est venu. Alors, je me tourne vers Joseph-Marie Elundu. Lorsque l'on fait donc ce constat que nous sommes quasiment sur un mauvais logiciel, qu'il faut tout de suite réactiver ou alors ressortir de ce logiciel-là pour essayer d'espérer une sécurité ou alors une souveraineté alimentaire. Comment est-ce qu'on se positionne lorsqu'on est l'État du Cameroun, lorsqu'on a une dette, lorsqu'on a des facteurs exogènes qui nous font comprendre que la jeunesse est de moins en moins incline à aller au champ? Comment est-ce qu'on parvient à remettre ce peuple au travail tout en sauvegardant les aspects d'aide et les aspects internationaux qui ont justement leur part dans la situation de famine qui est en train d'arriver au Cameroun? Alors, vous posez le problème du modèle économique. En réalité, c'est le problème du modèle économique que vous posez. Parce que l'économie est cohérente. Et quand une économie est malade, si vous parlez d'alimentation, vous n'êtes pas en train de soigner. Vous êtes en train d'essayer de soigner une maladie opportuniste. Mais le cœur du système... les symptômes. Les symptômes. Le cœur du système... Alors, la première chose que moi je pense dans les années que j'ai observées, la sécurité alimentaire, la sécurité économique, d'une manière générale, dépend de la sécurité, comment les citoyens se sentent dans leur pays. Oui. L'une des premières choses, c'est la sécurité foncière. Les Camerounais, le Cameroun n'appartient pas aux Camerounais. Contrairement à ce qu'on peut croire. Il est question aujourd'hui de modifier complètement le logiciel et redonner le Cameroun aux Camerounais. Ça veut dire qu'il faut lancer un plan cadastral national. Encore un plan? Un plan cadastral national pour que tous les villages aient un titre foncier. Qu'on leur donne leur titre foncier. Et que les terres appartiennent à ces gens-là. Parce que vous arrivez d'être dans un village, on voyait des gens qui viennent des Chinois, des quoi. Ils arrivent, ils disent qu'ils ont une concession. Alors, ils paupérisent l'ensemble du système. Parce que c'est des capitalistes. Ils ne viennent pas pour vos beaux yeux. Mais si des gens viennent dans un village et rencontrent M. Mboké dans son village, avec qui ils peuvent négocier un partenariat, il dit, bon, vous voulez faire un champ, vous me donnez 30% de récolte. Le gars qui prétend avoir 100 hectares dans un village et qui marche pieds nus, ce n'est pas normal. Il faut donc d'abord sécuriser. Sécuriser, si au Nozo, les Camerounais avaient des titres fonciers là-bas, les gens ne se promeneraient pas dans les terres des autres comme ça, de manière impunie. Tout à fait. Donc il faut d'abord sécuriser le foncier, donner le Cameroun
aux Camerounais. J'ai posé ce problème quelque part, les gens m'ont dit, il faut te taire, parce que là, tu es en train d'attaquer un problème. À quel moment est-ce que le Cameroun est sorti des mains des Camerounais Non, il est depuis la création. Oui. Non, votre indépendance... C'est un problème interne, ce n'est pas un je vous problème dis que le Cameroun doit appartenir à chaque Camerounais. C'est-à-dire que les 475 000 km² là, nous devons pouvoir les défendre tous. Mais pour ça, il faut que je me sente en sécurité. Donc, quand chaque village aura son titre foncier, donc, et dans le village, on fait les morcellements en termes de famille. La famille Mboké, la famille Mbarga, la famille telle, chacun sait que... Parce que là, on sait, à l'intérieur du pays, du village, qui a quoi. Ça part de ce palmier à ce manguier. Oui. Donc, il faut sécuriser ça, première chose. Le modèle en question doit être un modèle porteur de prospérité. Il faut mettre dans chaque département du Cameroun un moteur de prospérité. Je vous dis que actuellement, j'ai des informations sur des enquêtes. Il y a plus de 2000 milliards en souffrance pour des projets à mettre au Cameroun, financés par la Afrexim Bank, qui n'arrivent pas depuis près de 2 ans à être financés à cause de l'inertie bureaucratique. Vous avez l'un des plus grands centres en hôpital qui demande 15 hectares et que l'on donne au personnel, aux gens qui vont venir, le statut diplomatique, ça dure 2 ans, 130 milliards. Personne. La Camtex qui est en cours, c'est-à-dire la Camerounaise du textile, pour transformer le textile, le coton de Garoua, oui. C'est quoi? C'est 200 ou 300 milliards. L'autre, la CNPS, voulait reprendre une banque, 129 milliards. Nous avons l'argent. Mais l'argent est là. Donc, la question du revenu que vous posez, qui fait qu'il y a des pays qui ne plantent pas le manioc, mais qui mangent plus de bâton de manioc que vous. Si vous avez du revenu, vous croyez que s'il y a la guerre à Kousseri, et qu'à Yaoundé, ou dans les départements du Cameroun, on produit de l'aliment qui peut permettre qu'on nourrisse les gens de Kousseri, est-ce que vous croyez que les gens qui vivent dans le monde ont des champs? C'est le revenu. Et c'est le revenu, c'est-à-dire qu'il faut qu'on cesse de nous confiner dans des modèles primitifs. Nous devons rentrer dans la transformation structurelle, c'est-à-dire d'abord des mentalités. Oui. Et de deux, faire en sorte que le problème que pose le docteur sur la question de la femme qui produit c'est pas moi, à Sodibanga, ou c'est où qui fait son... Que là-bas, il y ait un appareil qui produit et conserve. Alors, Joseph Marie, de sorte que... À ce niveau, vous avez évoqué un aspect qui est important, c'est ces concessions-là. Est-ce que l'État qui octroie ces concessions-là à ces investisseurs, entre guillemets, ou alors étrangers qui viennent chercher fortune en terre camerounaise, est-ce que l'État ne se tire pas lui-même une balle dans le pied, de façon à ce que lorsque les Camerounais, eux, veulent se mettre au travail, on leur fait comprendre que c'est pour 99 ans que ces terres qui pouvaient produire du manioc consommé localement, qui pouvaient produire des arachides consommés localement, appartiennent désormais aux Chinois, aux Thaïlandais, aux Turcs. Bon, est-ce qu'à ce niveau, l'État même n'est pas dans une oxymore assez compliquée? Derrière votre question, il y a la question du patriotisme économique, ou du patriotisme tout court. Est-ce que nos décideurs pensent au Cameroun au moment où ils décident? Est-ce que c'est le Cameroun qui les préoccupe? Est-ce que vous savez que les Camerounais peuvent racheter leurs dettes et devenir souverains? Les Camerounais, si on a les motifs, nous sommes capables de racheter toute cette dette et faire en sorte que l'État camerounais ait de l'argent pour faire tourner son économie. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, nous pouvons racheter, les citoyens camerounais peuvent racheter et la dette extérieure et la dette intérieure du pays pour alléger la comptabilité nationale et permettre à l'État du Cameroun... Vous le dites avec beaucoup de facilité. Ceux qui nous regardent peuvent croire qu'il s'agit d'un illuminé qui parle. Puisque c'est comme ça, on nous vend une dette à coût de milliards, quasiment insurmontable. Si l'aîné permet, je lui donne un exemple patent. Le FECOM octroie les CAC à toutes les CTD. C'est 260 milliards, je vais dire. Si vous divisez par le nombre de Camerounais actuels, selon les chiffres actuels, 28 millions, c'est 7200 par Camerounais par an. Donc dites-vous bien que ce n'est même pas un casier de biens. Bon. Donc vous comprenez donc que ce qu'il dit là est exact. Mais je veux vous dire. C'est exact. C'est-à-dire que nous, on peut donner nos CAC au Cameroun. On n'a pas besoin de dette extérieure pour les CAC. Voilà. Pour les CAC. Donc ce qu'il dit là est alors vous voyez, l'État du Cameroun a déjà expérimenté ça. Lorsqu'il fallait passer
entrer dans le club très select des produits des pays pauvres très endettés. On nous a dit que nous avions un endettement trop lourd dans notre comptabilité. Dans le passif. Le passif était trop lourd, on ne pouvait pas. Il fallait trouver une solution. L'équipe à Kamou Fumo Langena, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont titrisé la dette. Ils ont donné aux Camerounais du papier. Vous allez toucher l'argent dans 3, 4, 5 ans. Et c'est ça qui a permis que la dette s'allège, tout simplement. Ce n'est pas une grande première. C'est que nous voulons... Je vous ai dit, derrière l'endettement, il y a des intérêts égoïstes et individuels. C'est là, parce que si vous faites une activité au plan national, c'est très contrôlé, c'est très visible. Or, l'argent qu'on va prendre à l'étranger, on vous a déjà montré un jour l'historique de ces comptes-là. On vous a déjà montré un papier que voici l'argent qui vient d'entrer du Fonds monétaire. On vous a déjà montré? Est-ce que Cameroun même a déjà posé cette question que bon, vraiment l'argent, les 300 milliards de l'autre jour là, c'est même entré comment? Ça entre par où? Est-ce que c'est une banque camerounaise? Est-ce qu'on peut avoir l'historique? Donc, nous avons un problème, c'est qu'il y a une opacité en termes de gouvernance stratégique développée par ceux qui sont supposés organiser. Et je vous dis, vraiment c'est une grande première lorsque nous évoquons le fait que certains ministres n'étaient pas à la communication gouvernementale. Le Cameroun réussit à faire 8 000 milliards. 8 000 milliards de budget. On n'est pas sûr qu'on recouvre les 8 000 milliards. Peut-être que vous n'en pouvez pas avoir les vrais chiffres. Mais prenons les 8 000 milliards et refaisons le même calcul que vient de faire François. Si vous posez 8 000 milliards ici, personne ne les a jamais vus, mais supposons qu'on les pose. Oui. Vous divisez par les Camerounais, ça fait seulement 240 000 par an par Camerounais. Et vous voyez qu'en fait, un peu pourquoi personne ne se prenez le budget de la santé, 198 milliards, divisé par le nombre de Camerounais, puisque les nourrissons ont besoin de ça. Vous êtes à 9 700 par an pour chaque Camerounais. Ça veut dire que les Camerounais vivent quand même de quoi donc? Il y a donc une richesse qui est là. Sinon, tous les Camerounais seraient morts. Il y a donc une richesse qui est là, qui est importante, et que les affaires comme le recensement qui est en train de se faire là vont mettre en valeur. Et beaucoup de gens redoutent ça. Parce que ça va, vous avez vu qu'il y a toute une communication sur est-ce que les impôts vont jouer dedans, parce que nous allons dire qu'il y a un déficit de communication, puisque il y a un déficit de communication. Si déjà 2 ministres ne viennent pas, ça pose un problème. Oui. Je veux dire, on va continuer en disant que vous avez les marchés périodiques dont parlait Mboké tout à l'heure. Il suffit de développer dans le modèle économique dont je parle ce que j'appelle l'exode urbain. C'est-à-dire quoi? Quand je pars de Yaoundé à Bouddha, il l'a dit, l'huile de palme, mais vous avez des milliers d'étals sur la route. C'est de la production biologique, fait derrière la maison. Tout à fait. Mais qui va acheter? Les voitures passent, bon, tu peux s'arrêter, dis donc, moi, un bon régime de pain. Non, il faut maintenant, nous avons créé une affaire ici qui s'appelle la MIRAP. Qui fait le bam, c'est là sur les trottoirs. Que ces gens-là créent des hubs départementaux. Tout à fait. Et qui viennent acheter au kilogramme. En formalisant. Pour qu'effectivement on rentre dans une économie où on compte et on pèse. Et qu'à l'entrée des villes, une ville comme Yaoundé, qu'on prenne même 100 hectares pour créer un hub dans lequel on transforme tout ça. Et vous n'aurez plus les déchets des Akama. Vous voyez que le système est cohérent. Tant que vous êtes dans ce que nous faisons aujourd'hui, regardez quand on pleure les routes. Ça fait partie des problèmes. Oui. Les routes là. Moi je sors d'Abidjan. Ou quand vous voyez par exemple à l'entrée du pont au Conan Bédier, vous avez les Ivoiriens sont contents parce qu'il y a un péage. Il y a un péage où je me suis arrêté, il y a peut-être 30 sorties, entrées-sorties. Oui. Pendant 1 heure, j'ai compté le nombre de voitures, j'ai multiplié. Ce que ça peut faire en une journée dans cette ville, tous les jours, il y a de l'argent partout. Et les citoyens sont prêts à payer quand les services sont rendus. Tout à fait. Alors, je suis désolé, les gens ne comptent. Les gens, prenez la dette, la grosse dette. Moi, j'ai bientôt à Kikote, on vient de voir Bachenga, où on vous a dit qu'on a fait 1000 milliards. Est-ce que quand vous arrivez à Bachenga, vous avez l'impression que 1000 milliards sont passés par là? Oh. Est-ce que vous avez l'impression? La population se plaignait il y a quelques temps. Se plaignait. De où
part l'argent... Il n'y a pas eu de développement avec justement le... Comment on fait pour recycler la dette pour qu'elle rentre dans un modèle économique? Or, je vais finir par là. Et c'est là où parfois je dis, quand on tire sur le président Biya, j'ai tendance à le défendre. Dans un ouvrage que j'ai publié, il y a un témoignage d'une dame qui dit que le libéralisme économique qu'on nous brandit chaque fois, parce qu'en 2018, on imprime, les gens prennent l'argent de l'imprimerie sur le libéralisme communautaire, on prend beaucoup d'argent. Dès que l'élection passe, personne n'évoque plus le libéralisme communautaire. Personne. Écoutez bien, personne. C'est exactement. Personne ne vous parle de ça. Mais quand l'élection arrive, on affiche. Or, cette dame, Madame Mbala, à une conférence à Ottawa, il y a la tête pensante de Lula da Silva, le président brésilien, à son premier passage, qui est venu annoncer que c'est le livre de Paul Biya qui a permis à Lula de régler le problème des écarts entre les pauvres et les riches et de créer ce qu'on appelle l'amortisseur social. C'est-à-dire que si vous mettez en place, vous arrivez au Brésil, les taxis et les coopératives, vous faites les forces économiques dans chaque secteur pour qu'il y ait la lisibilité. Vous prenez l'exemple des mécaniciens. Vous avez une voiture. Vous allez voir que vous allez trouver un mécanicien au bord de la route qui vous bricole une voiture. Mais est-ce qu'on peut arranger une voiture au bord de la route? Une voiture a besoin d'un lieu où on peut se placer dans une fosse. On regarde, elle a besoin d'un lieu où on peut vidanger les huiles, elle a besoin même des équipements à côté pour les soulever, pour faire... Mais pour ça, il faut mettre ensemble ces forces économiques, les mécaniciens ensemble. Regardez ce qui se passe ici à Olezoa. Vous avez vu à Olezoa et partout comment les meubles, vous prenez un seul de ces meubles, vous le mettez dans une de ces boutiques que vous voyez en ville là, le prix multiplié par 4 ou 5. Il y a donc un manque d'efficacité et d'intelligence. J'appelle ça l'organisation. Moi j'appelle ça l'incompétence. Moi je suis désolé, mais c'est cela. Et c'est pour ça qu'on ne m'aime pas, parce que c'est ça. Vous ne pouvez pas travailler pour un peuple qui demande, parce que ce peuple-ci est un peuple patient, passif, qui demande seulement des gouvernants qui pensent à lui, un tout petit peu. Une voiture que quelqu'un achète à 80 millions, on garde ça dehors pendant toute une journée. C'est une entreprise qui est posée là. 80 millions. Et le matin, il sort. Et puis, le soir, à l'époque, allez voir le garage administratif. Il tombe en ruine. C'est là-bas qu'il y avait les voitures de ce genre-là, qui étaient des voitures de mission. Vous aviez des petites voitures pour aller au travail, donc vous arrangez vos routes. Quand vous voulez aller en mission, vous prenez les voitures de mission au garage administratif avec un chauffeur, ça crée des emplois, ça crée c'est pas moi, des bons mécaniciens, ça met tout à niveau. Vous ne pouvez pas avancer avec des gens qui gouvernent un pays comme si c'était des Camerounais en transition. Merci Joseph-Marie Elundu. Le temps est quasiment achevé. Docteur, le mot de la fin en une minute. Comment est-ce qu'on prévient cette insécurité alimentaire qui semble poindre à l'horizon? En une minute. Oui, il faut déjà résoudre les problèmes sécuritaires que nous avons et puis il faut rentrer dans une agriculture qui tient compte de la transition écologique et donc qui tient compte des changements climatiques. Mais rapidement, en 30 secondes, je voudrais réagir sur un propos que le Copanis a évoqué. En fait, lorsque j'ai parlé des plans d'urgence, il faut comprendre que les plans d'urgence ne sont pas toujours mauvais. Lorsqu'une crise survient, il y a des besoins pressants qui se posent. Lorsque je prends par exemple le plan d'urgence de lutte contre la crise alimentaire, le PULCA, qu'on a institué dans le Nord, c'était justement pour résoudre un problème ponctuel. Donc les plans d'urgence ne sont pas toujours mauvais. Ils sont là pour résoudre des problèmes ponctuels, mais derrière, il faut effectuer des réformes vraiment structurelles, des réformes institutionnelles qui visent à résoudre les problématiques dans la Merci. François Semier, en une minute, comment est-ce qu'on fait lorsque les Camerounais s'impatientent et commencent à avoir peur quant à ce lendemain incertain en termes d'alimentation? Travailler à ce qui est reconnaissant, que les Camerounais se reconnaissent en ce que vous faites au quotidien, dans le cadre de l'implémentation des politiques publiques. Travailler sur l'élément de confiance, parce que quand les Camerounais n'ont plus confiance en leurs dirigeants, c'est clair, c'est évident. Et puis maintenant, imposer les questions de redevabilité, parce qu'il faut savoir pour qui vous travaillez, et puis il faut rendre compte. C'est simple. Donc, et maintenant, peut-être pour sortir par là, en indiquant qu'il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il
il faut cesser avec l'imposture aussi. Merci. François Bouquet, même question. Comment est-ce qu'on crée justement ce modèle de Camerounais qui croient en la République et qui n'ont pas peur de ce lendemain? Je pense qu'il faut sensibiliser comme nous le faisons ici et beaucoup plus impliquer. Il y a ces projets qui arrivent. Parfois, vous voyez des gens qui débarquent chez vous, vous ne savez même pas ce qu'ils sont venus faire. Et il faut impliquer les populations, il faut les sensibiliser et leur donner des moyens de... Parce que lorsqu'un projet vous appartient, vous l'accompagnez, vous le contrôlez, vous êtes content qu'il se réalise. Mais lorsque vous n'êtes pas impliqué, il y a quand même un problème. Merci, merci chers messieurs. Merci également pour cette opportunité que vous nous donnez. Oui, en 30 secondes. J'ai écrit un petit papier pour féliciter un jeune. Oui. Kamwata. Docteur Blaise Moussa. Qui a pris sur lui de faire des nominations, de revoir un peu le fonctionnement de son affaire pour qu'il y ait peut-être un peu moins d'inertie. Oui. Que les gens cessent de regarder le ciel. Parce qu'un vice-premier ministre va arriver, un vice-premier ministre. Que les gens travaillent, il faut avancer. Dans une nation. Merci Joseph Marie Elundu, puisque c'est le temps de félicitations. Félicitations aussi à notre jeune Martin Douambala du BBC Group. Ils sont dans le bâtiment, ils sont dans l'immobilier, qui travaillent et qui emploient aussi pour peut-être, à son niveau, lui aussi, faire bouger cette économie. Même le DG du port, qui a transformé le port de Douala. Je vous laisse lire le haut propos. On va dire merci à tous ceux qui nous ont regardés. Il y a un que j'ai beaucoup aimé qui a dénoncé, c'est le directeur général de la CNPS. Lui, qui est en cœur du système, qui a dénoncé l'inertie de son propre système. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir sur cette édition du Grand Soir. Vous ne bougez pas parce que dans une huitaine de minutes, vous avez rendez-vous avec l'information en langue de Shakespeare sur Info TV. Vous savez, nous on a cette particularité-là de décliner cette information en tous les versants. Dans 8 minutes, c'est en langue de Shakespeare. Méni Chobo sera là justement pour le compte rendu informatif de la journée. 20h, Théophile Bianebia sera là, lui aussi, pour le même exercice, vous donner l'information, la vraie, sur ce qui s'est passé ici et très certainement ailleurs. Lorsque je l'ai dit, je vous dis merci encore de nous avoir suivis et très bon début de soirée. Bien bonsoir.